Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Bienvenue dans le parcours de Dieja. Bonjour Die. Bonjour, c'est Nabou. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Super, super. Bonjour Die, bonjour c'est Nabou. Bonjour Marina. Là, comment dire? On a dit black version, white version. C'est ça. C'est le yin et le yang. C'est le yin et le yang. L'équilibre parfait. Exactement. Alors aujourd'hui, on est chez Die Aristarque. Merci de nous recevoir chez toi, là où tu entreprends. Et on est très très contente de venir à ta rencontre pour en savoir un peu plus sur ton parcours. On regrette juste d'avoir pas le bon canapé. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas nous raconter tout à l'heure l'histoire de ce canapé. Si vous voulez, mais vraiment, oui, si vous voulez. Alors, donc, comme tu le sais, on a vraiment à cœur de parler de femmes qui ont des parcours singuliers, mais aussi qui peuvent résonner pour d'autres personnes, pour les inspirer, pour avoir des apprentissages. Et je pense que toi, vraiment, ce dont on voulait parler en particulier, c'est le secteur dans lequel tu es. Je te laisse juste te dire bonjour, te présenter. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci pour m'avoir proposé cet exercice assez particulier, je dirais, mais très intéressant. Donc, je m'appelle Dieja et je suis chef d'entreprise, donc une entreprise qui évolue dans le service numérique au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Super. C'est ça. Mais je pense que tu ne t'es pas levé juste comme ça, tu es devenu chef d'entreprise. Et on va remonter très très loin d'ailleurs. On va remonter très très loin, on parlera bien sûr de tout ton parcours, mais on va d'abord démarrer à la petite Die de 5 ans, je sais pas. La petite Die, elle voulait être quoi quand elle serait grande? C'est ça. Waouh! Ah là là! Tu n'as pas reçu le bon brief. Non, on fait exprès. Ok, la petite Die. Alors, moi, j'ai grandi à Richard Toll, donc une petite ville dans la région de Saint-Louis qui se trouve sur la frontière avec la Mauritanie. Et donc, mes parents travaillaient à la CSS, la compagnie sucrière sénégalaise. Donc, ayant grandi là-bas, bon, c'est une vie assez calme, il n'y a pas grand-chose. J'adorais lire quand j'étais petite et c'est vrai que le rêve quand j'étais petite, je pense que c'était pilote. Pilote. Ouais. Ah ouais. C'était ça. Yes. Pourquoi? Parce que tu voyais des avions passer dans le ciel? Parce que je lisais énormément de choses, tout et n'importe quoi, entre les BD, les livres, enfin tout et n'importe quoi. Et je voyais que le métier de pilote, c'était un truc fun. Enfin, on allait d'un pays à l'autre, voilà, c'était challengeant. Je ne voyais pas forcément de femmes, mais moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Et je me disais, ouais, je serai pilote quand je serai grande. C'est vrai. Hein. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé en cours de route? Alors, quand j'ai eu le bac, à l'époque, je me suis renseignée pour être pilote. Donc, il y avait une formation d'Air France à l'époque pour le faire. Et je me rappelle, ma mère m'a dit, mais tu es sûre? Est-ce que tu ne devrais pas prendre plus de temps, faire un parcours commun, le temps de réfléchir? Parce que pilote, avec la vie de famille, c'est pas évident, etc., etc. Et donc, du coup, je pense en prenant le temps pour réfléchir, je me suis désorientée, tout simplement. Mais bon, après j'ai pris des cours de pilote privé
pour au moins essayer d'avoir quelque chose et atteindre mon rêve, entre guillemets. Ça peut devenir une passion, un passe-temps, ça peut vraiment devenir quelque chose d'autre, mais ça reste quand même, tu vois, dans ta vie. Ah oui, ça reste un rêve, je pense. Enfin, là, dernièrement, j'ai un ami qui m'avait envoyé la journée porte ouverte de l'aéroclub de Ibegay, là. Et dès qu'il me l'a envoyé, je me disais, il faut que j'y aille. Et je suis partie avec ma nièce et c'était super, quoi, voilà. Bon. Donc, t'as pas fini le brevet de pilote? Non, pas encore. Avec l'entrepreneuriat et tout ce qu'il a fait. Elle a autre chose à piloter, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais ça reste un rêve qui est là et enfin, je pense que si j'ai le temps, vraiment, c'est un truc que je vais faire. Même si ça me servira à rien, mais c'est pas grave. Si, ça va servir à amener les copines au Cap-Vert, par exemple. Juste pour te faire plaisir à toi, ça sert. Exactement. Franchement, enfin, on a fait la dernière fois le tour de Dakar, donc c'est des petits tours de 30 minutes de Dakar, mais c'était juste incroyable, le fait d'avoir le volant, de faire des trucs et tout, c'est bien. Et est-ce que tu penses que si tu avais été un garçon, on t'aurait pas posé les mêmes questions et finalement t'aurais continué dans cette voie? La question ne se pose pas, oui, bien sûr, clairement. Parce que là, l'objection de ma mère, entre guillemets, c'était de dire, réfléchis, parce que tu as une vie de famille, c'est pas évident, etc. Et elle n'a pas tort dans les faits, en fait. Donc, je pense qu'effectivement, si j'étais un homme, ça serait peut-être différent. Mais encore une fois, je pense que... je regrette pas mon parcours actuel du tout. Je pense que c'est un rêve, et c'est un rêve que je vais réaliser, Inch'Allah. C'est pas mis de côté du tout. Hein. Trop bien. Non, mais c'est sûr. Mais justement, parle-nous un peu de ton enfance et du parcours que tu as eu. Comment s'est passée cette enfance à Richard Toll? Et ensuite, quel a été ce parcours académique qui a suivi ensuite? Ok. Alors, Richard Toll, c'est un havre de paix, pour moi, en tout cas. Donc, j'ai grandi là-bas, entourée de mes parents, mes frères et de beaucoup d'amis d'enfance, en fait. Et c'est vrai que c'est un cadre où on s'est bien épanoui, je dirais. Vraiment, c'est pas comme Dakar où il y a du stress, il y a quand même pas mal de trucs là-bas, il y a de l'espace, il n'y a pas de stress. C'est vraiment... Il y a de l'espace, voilà, c'est vraiment tranquille. Et donc, moi, j'ai adoré mon enfance entre Dakar et Saint-Louis, parce que mes grands-parents habitaient à Saint-Louis, donc on faisait la navette, et c'est à 1 heure, voilà. Et donc, du coup, dans cet environnement-là, j'ai grandi tranquillement, j'ai beaucoup lu, j'adore lire, d'ailleurs jusqu'à présent, quand j'ai un peu de temps, j'essaie de m'enfermer quelque part pour lire. Et après, je pense que c'est en troisième. En troisième, mes parents ont déménagé, donc ils ont changé de boulot, ils sont arrivés à Dakar. Et là, ça a changé pas mal de choses. C'est ça, le choc. Le choc, et il fallait s'habituer. Parce que vivre dans une ville comme Dakar, quand vous venez de la province, entre guillemets, en fait, c'est 2 vies différentes plutôt. Et donc, arrivé à Dakar, j'ai fait mes études au cours Sainte-Marie-d'Anne, donc au Maris, avec mes frères. Et au début, l'adaptation... Parce qu'en fait, à Richard Toll, donc on était dans un système où on n'était pas nombreux. Oui. Et donc, du coup, les profs avaient un encadrement qui était juste super. Quand vous aviez des problèmes, le prof était là, il avait vraiment le temps. Ouais. On arrive à Dakar, on se retrouve dans une classe où il y a beaucoup plus d'élèves, donc l'encadrement est différent. Et donc, il fallait s'habituer en fait à ça. Ouais. Donc, je suis restée à Dakar 4 ans, je pense, la 3e, seconde, première terminale. J'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, je suis partie en France. Quel bac? Un bac S. Alors, spécialité mathématiques. S1 alors? Ouais, c'est ça. Bac S1. En fait, c'est programme français, donc S, spécialité maths. Ouais, voilà, spécialité maths. Exactement. Okay. C'est toi qui as choisi cette filière ou tu as été orientée? Non, pas du tout. En fait, j'ai toujours adoré les maths, les sciences, depuis petite. Et je pense que ça vient de mon père, donc qui a un peu poussé...
en poussant par rapport à la lecture, par rapport à des jeux, etc. Et finalement, j'étais meilleure en maths, en sciences, donc maths, physique, qu'en français, même si j'adorais lire, hein, mais bon, qu'en français ou bien en philo, où je pense que j'ai développé une certaine paresse intellectuelle, il me semble. Bref, donc du coup, pendant tout mon parcours, j'excellais plutôt dans les sciences. Okay. Donc maths, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire un bac S tout simplement. Ouais. Et après ça, la France. Mais avant la France, il y a eu une discussion avec les parents. Oui, toujours. Par. Exactement. C'était ça. C'était par pas. Enfin. J'ai eu mon bac à 18 ans, ma mère trouvait que c'était encore trop jeune, voilà. Et donc, du coup, on essayait de voir, parce que l'idée, c'était d'aller en France, mais pour faire une classe préparatoire. Ouais. Donc, c'était de voir est-ce qu'il y avait possibilité de le faire ici. Et à l'époque, il n'y avait pas de classe préparatoire. Donc, finalement, bon, ils ont dit, vas-y. Et donc, je suis partie en classe préparatoire en France. Et encore un choc. Autre choc, j'allais dire. Déjà avec le froid, l'environnement, enfin, tout un tas de trucs. Et je suis arrivée et j'étais à l'internat. C'était dans quelle ville? Donc, à Évreux. En Normandie. Je connais Évreux. Je connais. Non, mais j'ai pitié de vous. Des fois, je me dis, quand tu arrives comme ça, là, au Sénégal, en France. J'ai débarqué à 40 km d'Évreux aussi, je connais. Je connais. Donc, on débarque en Normandie, à Évreux. En internat. Internat. Donc, avec un passé où j'ai l'habitude d'avoir toute ma famille. Mais quand je dis toute ma famille, c'est vraiment les grands-parents, les tantes, les cousines, etc. Et là, je me retrouve toute seule internat. Ouais. Incroyable. Et il faut gérer. Il faut s'adapter en fait. Et le froid, et les règles. Africaines, sénégalaises, avec. À l'internat, quand je suis arrivée, il n'y en avait pas. Donc c'était internat filles, il n'y avait que des filles. Il y avait personne. Il n'y avait pas de Sénégalaises en tout cas. Ouais. Mais au niveau de la classe préparatoire, il y avait un Sénégalais qui était là-bas. Qui est arrivé bien après d'ailleurs. Parce que moi, je suis arrivée au mois de septembre, en début d'année. Et lui, il est arrivé, je pense, au octobre ou novembre. Donc, bon, après c'était bien quand même de l'avoir à côté. C'est clair. Mais c'est vrai que le début, c'était un choc, surtout l'internat, quoi. Moi, franchement, les cours, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que la classe préparatoire, c'est assez intense. Ouais, donc, il y a beaucoup de cours, il y a des colloques à préparer, il y a les devoirs, il y a énormément de choses à faire. Mais ça ne me dérangeait pas trop. Je pense que c'est vraiment l'aspect internat qui me faisait... Qui te gênait. Exactement. Le fait d'être enfermé, en fait. Exactement. Avec les horaires, les règles. C'est très réglementé. C'est très réglementé. Et du coup... Et à quoi tu t'es raccroché alors pour tenir? Les parents, les parents qui appellent tout le temps, bien sûr. Et donc, du coup, on se plaint au début. Après, mais Mouniol, ça va aller. Enfin, c'est pas long et tout. Et après, c'est le travail, en fait. C'est-à-dire que quand tu es submergé de choses à faire, ton esprit, au début, il peut divaguer, mais après, il faut le faire, quoi. Et la classe prépa, donc au début, quand on arrive... C'est des souvenirs. On là, c'est des souvenirs qui remontent. Donc, à Dakar, on a l'habitude d'être parmi les premiers. Ça, je l'ai déjà entendu. En classe préparatoire, il n'y a que les premiers qui sont ensemble. Et donc, du coup, on voit ces notes dégringoler très rapidement dès le début. Et là, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas compris, etc. Donc, il y a un choc, encore une fois. Et voilà. Et donc, c'est cette capacité à quand même dire, OK, c'est un truc que j'ai choisi. J'ai choisi de faire une classe préparatoire. Comment j'y vais? Comment j'arrive à... Et je me rappelle au début, on était nombreux et il y en a eu quand même pas mal qui sont partis. Donc ceux qui sont restés, c'était les endurants ou bien les sados, je sais pas, un truc du genre. Mais ils n'avaient pas le choix, ils s'étaient engagés. Exactement, ils ont dit il faut le faire, quoi. Et je me rappelle donc du coup, adaptation encore, il fallait trouver des moyens d'apprendre plus intelligemment parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire, peut-être de capitaliser plus en cours. Moi, je me rappelle, étant plus jeune, j'étais quelqu'un de très timide. Donc, poser des questions en cours, etc., c'était pas trop mon truc. Donc, je préférais essayer de comprendre qu'autre chose. En classe prépa,
Dès que je comprenais pas, c'est monsieur, reprenez. Parce que là, instinct de survie. Exactement, parce que je me disais, enfin, à Dakar, peut-être que j'aurai le temps, arriver à la maison, de revoir, mais là, avec tout ce que j'ai à faire, ça va être compliqué. Donc, cet aspect timidité, à un moment, c'était, enfin, dis, tu arrêtes, tu y vas. Si vraiment tu veux y arriver, tu te donnes les moyens, quoi. Donc, pose les bonnes questions, et puis si tu comprends pas, enfin, voilà, tu comprends pas. On a qu'à t'expliquer. Les profs sont là pour ça aussi. Exactement. Mais en fait, quand on est jeune, timide, bien protégé par un environnement familial, on ne se pose pas forcément des questions, les profs sont là ou pas. Au pire, si je ne comprends pas, je peux le faire à la maison, mon père est là, enfin, je peux être... Et quand on est toute seule, lâchée comme ça, c'est là où... Exactement, et on a des instincts de survie, comme tu dis, qui viennent, et là, on se dit, bon, il faut le faire. Il faut le faire. C'est ça, exactement. Donc, tu fais tes 2 ans de prépa. 2 ans de prépa, ensuite, je passe les concours, donc la période concours aussi. Donc, je passe les concours, et je pense que j'étais tellement stressée que je suis tombée malade. Juste avant. Juste la semaine des concours. Je pense que stress ou je sais pas quoi, mais en tout cas la semaine, donc les concours se faisaient à Rouen. Et donc cette semaine de concours, je suis malade pendant toute la semaine. Non. Jusqu'à la fin. Mais vraiment un truc. Mais d'empêche, je vais, chaque matin j'y vais, je me pose. Et j'essaye d'y aller, quoi, avec la fièvre et tout ce que tu veux, mais j'essaye vraiment d'y aller parce que je me dis, bon, je vais pas faire 2 ans et de me dire, je suis malade, je reste au lit, c'est pas possible, donc j'y vais. Donc j'y suis allée, j'ai fait mon concours, enfin tous mes concours que j'avais choisis, et j'ai attendu les résultats. Et donc finalement on m'a dit oui, enfin il y avait mon premier choix que j'ai raté, je pense de 5 points, un truc du genre, et mon deuxième choix que j'ai eu. Donc je me suis dit fine. Donc là il faut passer comment on appelle ça, la partie orale là. Et puis après normalement ça doit être bon. Donc, la partie orale encore... Non, mais, enfin, moi, je pense que dans mon parcours, j'ai eu tellement d'obstacles posés comme ça que finalement, plus rien ne me dérange, en fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, je me dis, c'est possible. C'est possible de passer au travers. Voilà, c'est ça, en fait. Et donc, au concours oral, donc, je suis quelqu'un de très timide. J'aime pas forcément prendre la parole. Donc, je m'entraîne. J'essaie d'apprendre mes cours, etc. Et arrivé, j'ai un couac, je sais pas, blackout, j'ai tout oublié. On me pose des questions, je pense encore le stress. Mais je m'accroche quand même, j'essaie d'aller chercher. Je me dis, il faut que j'y aille et tout. Et donc, je sors des choses et finalement, j'ai une école d'ingénieur. Donc, j'avais choisi maths info parce que j'étais bonne en maths, je voulais rester dans mon truc maths. Et donc, je me retrouve à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. À l'autre bout de la France. Exactement. Au milieu des montagnes, il fait encore très froid. Mais dis donc. Mais il y a du bon fromage. Exactement, tu as raison. Et les gens sont sympas. Oui. Voilà. Et donc, je me retrouve à Clermont pour une école d'ingénieur pendant 3 ans. Et Clermont, vu le rythme de la prépa, l'école d'ingénieur, c'est tranquille. C'était vacances là. Franchement, ça va. Tranquille. Et la dernière année, je me rappelle, donc j'hésitais, je savais pas trop quoi faire. Il faut savoir que pendant tout mon parcours, j'ai pas été, disons, orientée par ce que je voulais faire réellement. J'ai été orientée par la passion. Oui. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est des maths, j'aime bien les maths, je suis à l'aise, j'y vais. Donc en école d'ingénieur, c'était la même chose en fait. J'ai pris une option, je pense... calcul numérique ou un truc du genre, et c'était vraiment parce que j'aimais bien ça, j'étais bonne dans ça, donc je l'ai fait. Et la dernière année, on me dit il y a une possibilité de faire un master en parallèle, et après ce master peut ouvrir peut-être à une thèse ou quelque chose. Je me suis dit bon, pourquoi pas, vu que en termes de charge de travail, c'est pas, ça va quoi. Donc, je fais mon master en parallèle, mais le master, c'était une dinguerie, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais n'empêche, je finis mon master, je soutiens, tout se passe bien. Et à la fin, les gens cherchent du boulot. Moi, j'ai cherché aussi, mais je me rappelle, quand je passais mes entretiens, je n'étais pas forcément à l'aise avec ce qu'on me proposait.
Donc, du coup, à un moment, je suis revenue au Sénégal. Donc, j'ai déposé, bien sûr, des thèses et tout ce qu'il faut. Je suis revenue au Sénégal. J'ai travaillé donc, comme stagiaire à la direction informatique donc, de l'université de Dakar. D'accord. Et pendant que je faisais ça, je réfléchissais un peu. Donc, je pense c'était 1 mois ou un truc du genre. Je réfléchissais un peu, mais qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que je vais rentrer définitivement, etc. J'avais un peu déposé partout. Je me rappelle, par contre, au Sénégal, en déposant, je n'avais pas de retour. Ouais. Quasiment rien. Mais en France, j'avais des retours et tout. Et à un moment, j'ai un retour, du coup, de la thèse que j'avais demandée. Donc, j'en avais demandé 2, je pense. Et j'ai les 2 retours. Et je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne, je reste? Qu'est-ce que je Quand fais? tu dis déposer une thèse, c'est-à-dire que tu as postulé avec un sujet que toi, tu as choisi ou tu as répondu à une offre? Alors, j'ai répondu à 2 offres. Ok. Donc, postulé, déposé, enfin, j'ai fait tout le tralala. Et je suis restée au Sénégal à attendre, Ok, en d'accord. gros. Bon, à attendre en me disant, peut-être que je peux trouver quelque chose ici, enfin, en cherchant, quoi. Et quand j'ai eu le retour, du coup, des 2 propositions de thèse, enfin, les 2 candidatures, là, donc j'avais déposé, j'avais passé mes entretiens et tout, hein. Ok. Les 2 propositions, je vois mon responsable de stage, M. Corentin, je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais t'es encore jeune, va apprendre. Qu'est-ce que tu fais au Sénégal? Et vraiment, je réfléchissais parce que bon, il y avait ma vie personnelle à côté, il y a tout plein de trucs. Je me disais, mais peut-être que c'est bon, ça suffit, je peux trouver un boulot à Dakar et tout. Et donc, il me dit, non, enfin, si tu as l'opportunité d'avoir ces thèses-là, potentiellement, ça peut être bien pour toi, etc. Et donc, du coup, j'ai repris mon vol. Je suis partie. Je suis partie et sachant qu'en revenant, j'avais ramené quasiment tous mes affaires. Tu avais déménagé tout, quoi. Le canapé. Le canapé est venu après. Parce qu'il était plus lourd. Donc, il fallait prendre. Il est venu après. Et le canapé était déjà à Évreux ou pas? Non, le canapé, il était chez un ami à Paris. D'accord. C'est ça. Il est venu après. Il est venu après. Okay. Et donc, du coup, je repars avec toutes mes affaires que tu avais déjà ramenées. Tu refais chemin inverse. Chemin inverse. J'arrive, donc on me propose mon contrat. Je me rappelle, je l'ai signé le 1er mars, le jour de mon anniversaire. Donc ça, je ne l'oublierai jamais. Et c'était dans quelle ville? À Clermont. Et c'était bien parce que je connaissais déjà Clermont. Donc là, pour une fois, c'était pas un gros choc. Non, là, c'était vraiment cool. Enfin, et puis, comment on appelle j'avais plus le même, comment on dit ça, la même position en fait. J'étais plus apprenante. Oui, c'est différent en fait. Enfin oui, c'est un travail de recherche, mais voilà, c'est différent. Exactement. Le statut est différent. Exactement. C'est le statut qui est différent parce que là, tu fais de la recherche, tu es encore inscrite à l'université, mais c'est une recherche appliquée. C'est dans le cadre d'une thèse CIF. Donc avec une entreprise, tu as un salaire. Enfin, c'est comme si tu travaillais à la limite. Oui. Et puis il y a une certaine liberté par rapport à ton sujet de recherche. Et donc, du coup, bon, tu as des encadrants, un directeur de thèse, etc. Mais tu es plus libre par rapport à quand même pas mal de choses. Et donc, je retourne, je m'installe à Clermont-Ferrand et je commence ma thèse tranquillement. Et autant c'est cool, autant en termes de charge de travail, c'est balèze. C'est ça. Et ça, on s'en rend compte pendant la thèse. Ouais. Et le plus dur, je pense, c'était la solitude. Parce qu'en fait, en thèse, tu peux avoir des encadrants, mais ils n'ont pas plus de compréhension et de connaissance de ton sujet. Donc, en fait, quand on fait la thèse, on est à la limite de la connaissance. On essaie de trouver autre chose par rapport à une problématique. Okay. Ouais. Et donc, on se retrouve assez seul sur des prises de décision, sur est-ce que je continue cette piste ou bien est-ce que je passe par là, etc. etc. C'est quoi ton sujet de thèse? Alors, pour moi, c'était de trouver des systèmes de confiance qu'on appelle. Enfin, en gros, les gens se connectent en ligne, ils font des choses, mais tu peux avoir d'autres personnes qui font de l'usurpation d'identité, qui te volent ton login mot de passe, etc. Donc, l'idée, c'était de trouver des moyens de mettre en place des systèmes de confiance en se basant sur du machine learning, donc les données. Par exemple, je suis en train de taper au clavier. Les données, la façon dont tu tapes, c'est un comportement qui peut être juste
assez unique, enfin, qui peut identifier Marina. En gros, c'est un peu ça. Mhm. Et donc, je vais me baser sur la façon dont les gens tapent, je vais me baser sur les habitudes de connexion. Par exemple, tu as des gens, le matin, dès qu'ils se réveillent, la première chose qu'ils font, c'est je vais sur Internet pour regarder les nouvelles. Donc, je regarde d'abord les nouvelles avant de commencer à travailler ou bien d'ouvrir mon mail. Ou bien... Donc, en fait, ce sont des patterns de comportement que les gens ont sans s'en rendre compte et sur lesquels les chercheurs essayent de voir est-ce que c'est des moyens qui nous permettent de faire de l'authentification au lieu d'utiliser le login mot de passe que tu peux perdre ou bien d'utiliser des systèmes d'authentification qui sont trop lourds. Donc, en fait, c'est ce qu'ils appellent l'authentification implicite. C'est-à-dire que tu peux être dans un système, on va te laisser naviguer, disons, faire ce que tu veux dans le système. Et au lieu de te demander à chaque fois de te reconnecter, de savoir qui est-ce que c'est toi, etc., on va te laisser parce que derrière, on a un système qui te permet de dire, on sait que c'est Marina. On t'a reconnu. Exactement. Et donc, on a travaillé avec des sociologues à l'époque, à Clermont, des psychologues, des gens qui comprennent le comportement humain. Et à partir de ce travail-là, c'était de le modéliser dans une machine et de mettre en place des algorithmes qui permettent de dire, au bout de 5 actions, donc clique sur telle page, faire ceci, faire cela, je sais que c'est Marina. Et en fait, l'idée, c'est d'optimiser, c'est-à-dire que je dois connaître ou reconnaître Marina le plus tôt possible. C'est ça. Pour qu'elle ne fasse pas de bêtises sur mon système. Mais c'est ça, c'est marrant tu dis ça parce que même, genre, je prends l'ordinateur de Marina, on a toutes les deux un Mac, et je suis perdue. Genre, c'est comme si je me cherche au début, alors qu'on a le même clavier. Mais en fait, je vais avoir un temps d'hésitation avant de trouver mes marques, en fait, sur son clavier. Sur son clavier. Et même, parce qu'on a organisé aussi nos bureaux différemment, quoi. Donc, en fait, effectivement, je comprends qu'on puisse reconnaître. En fait, au niveau de la recherche, à l'époque, parce qu'après, il faut refaire un état de l'art à chaque fois pour voir où on en est sur la recherche. Mais ce qui est bien dans la recherche, c'est que c'est mondial. Donc, on essaye de voir ce que tout le monde fait. Mais à l'époque, au niveau de la recherche, on était capable de dire la vitesse de frappe, parce que Marina ne va pas frapper à la même vitesse que toi. La façon dont tu enchaînes quand tu frappes, tes déplacements sur le clavier, etc., font qu'on a une idée que c'est Marina. Elle n'est pas à 100%, c'est pas comme de la biométrie ou autre chose, mais c'est des éléments. Voilà, c'est des éléments. Et en fait, la force de ce travail-là, c'était de faire du multicritère, c'est-à-dire qu'on croise plusieurs éléments. On va croiser ta façon de frapper, on va croiser tes habitudes de navigation. On va croiser tout plein d'autres choses, peut-être tes logs en termes de traçabilité, qu'est-ce que tu as fait, etc., qui vont nous permettre de dire c'est Marina, je peux lui faire confiance, donc d'où le système de confiance, et je peux laisser Marina se promener dans le système. Et tu as travaillé sur ça pendant combien de temps? Pendant 3 ans et demi. Waouh. avec un fort sentiment de solitude. C'est clair. 3 ans et demi. Et puis, alors quand on fait une thèse, on nous demande de publier nos résultats de recherche dans des journaux, des conférences. En fait, l'idée, c'est de se faire valider, entre guillemets, par ses pairs. C'est ça. Autant ses pairs ne sont pas à fond dans ton sujet, donc tu es assez seul, mais ils ont l'expérience pour savoir est-ce que ça a du sens, ce que tu es en train de faire ou pas. Et donc, du coup, ce qui a été dur pendant ce parcours-là, c'est que les papiers de recherche soient acceptés. Et je me rappelle, moi, je voulais, impatiente, je voulais, dès la première année, que mon papier soit accepté. Donc, j'ai eu des rejets. Et le fait par exemple, je pense que c'était mes premiers rejets, je les ai très mal vécus. Parce que j'avais passé énormément de temps dessus, beaucoup d'efforts. Et après, de voir que le papier a été rejeté et de voir les commentaires surtout. Parce qu'à chaque fois qu'un rapporteur, en général, c'est 2 rapporteurs, 3 rapporteurs sur le papier. Et à chaque fois qu'ils rejettent quelque chose, ils mettent ce qui va pas. Il faut motiver, bien sûr. Exactement. Et quand je lisais, je me disais, mais il a raison. Et ça me faisait mal, en fait. C'est ça, ça me faisait mal, mais ils ont fait leur job. Et je me disais, c'est vrai, il a raison, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Donc, il fallait d'abord passer à autre chose, c'est-à-dire surmonter ce rejet-là. Et puis après, se remettre au travail, corriger les documents, refaire le travail. Il y a des protocoles, par exemple, qu'il fallait que je refasse. Je les ai refaits. Et je me rappelle, les premiers papiers qui ont été acceptés, c'était au bout de 1 an et demi, 2 ans.
Et là, j'étais très contente quand même. J'espère que tu l'as bien célébré. Ah, pas le temps forcément, mais j'étais contente. Je pense que mon premier papier, c'était une conférence à Funchal, Madère. Et donc, j'étais stressée comme dans pas mal de choses. Mais arrivée, j'étais assez fière, quoi. Je me disais, bon, c'est vrai que le chemin était dur, mais finalement, ça en valait le coup. Les gens ont posé des questions, on fait une présentation. Enfin, il y a eu quand même des choses qui étaient vraiment intéressantes. Donc ça, franchement... Ça te donne une reconnaissance au niveau international, quoi. Exactement, c'est ça, en fait. Ouais. C'est exactement ça. Et surtout, je pense, le fait que ça te forge, en fait. Mais énormément. Enfin, le travail de thèse, c'est minutieux. Ah oui. C'est vraiment... Je me rappelle mon directeur de thèse. Non, un des encadrants. Donc, avant que les papiers partent, parfois, il relit. Et donc, il me mettait du rouge. Et du rouge. Et j'étais là avec casqué. Mais voilà, c'est formateur. Et franchement, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, je pense que je puise énormément dans l'expérience de thèse en termes d'endurance et de résilience. Oui, et de résilience. Ah ouais, c'est parce que ça, il en faut, hein. Non. Il en faut. Le chemin, là, depuis la prépa depuis Richard Toll. Depuis Richard Toll. Jusqu'à Évreux. Richard Toll, Évreux, Clermont-Ferrand, Dakar, Clermont-Ferrand. Ouais. Donc ensuite, la petite qui est arrivée à 18 ans en France, donc tu as fini ta thèse à quel âge 3 ans et demi, il faut compter quoi 26, 27 ans. T'as le chemin. Comment, et j'imagine qu'au Sénégal, on disait comment Djangrek. Ah oui, de Khobé. Ah oui, toi tu as eu ça. J'ai eu ça. Ça veut dire quoi, Khobé? Khobé, ça veut dire elle est très... c'est quoi comment on peut traduire ça? Khobé, genre, elle est genre, c'est un peu le syndrome première de la classe, quoi. C'est ça, genre, elle est très à fond dans ce qu'elle fait. Elle est très à fond dans ce qu'elle fait, tu vois, Khobé. Et en général, c'était toujours un peu l'étiquette qu'avaient les premières de la classe. Parce que tu faisais tes devoirs parce qu'ils faisaient les faire. Et ceux qui ne le faisaient pas, leurs devoirs disaient, mais elle a fort Khobé tellement. Ouais, c'est ça en fait. Tandis que, je ne sais pas si c'est du Khobé vraiment. Non, c'est pas le cas. C'est juste que, comme je dis, les devoirs, ils sont faits pour être faits. C'est ça, en fait. Donc, il faut les faire. Une thèse, on est censé faire de la recherche, voilà, etc. On fait le travail, mais... Moi, j'avoue que pendant ma thèse, par exemple, à un moment, j'ai pensé à arrêter. Hein. Oui, non, en fait, je pense que pour toi, c'était ce côté-là où tu étais une femme qui faisait de longues études dans un secteur, quand même, qui est assez particulier, où, en fait, les femmes... Voilà, je pense que... Alors... La condition féminine, c'est vrai que parfois, dans certains métiers, on peut avoir des contraintes par rapport à cette condition féminine. Moi, personnellement, pendant mon parcours, je n'ai pas senti que j'étais une femme forcément. Parce que pour moi, je m'engage à faire quelque chose, j'y vais, je vais jusqu'au bout en fait. Et ce que je disais, c'est que pendant la thèse, à un moment, je me suis dit, tu es en train de faire une folie, arrête-toi, démissionne. Et j'avais cette possibilité de dire, j'arrête, je vais chercher un boulot et je passe à autre chose. Voilà. Mais je me disais, tu ne peux pas t'engager. L'engagement, c'est important pour moi. Après, c'est des valeurs en fait. Pour moi, c'est important. Exactement. Je me dis, tu ne peux pas t'engager. Le sujet est intéressant, tu travailles avec une entreprise, potentiellement c'est un sujet. Aujourd'hui, j'ai des papiers qui sont cités par d'autres chercheurs en Chine, dans d'autres pays. C'est un truc qui est vraiment intéressant et important. Pourquoi j'arrêterais en milieu de route Donc, je me suis posé cette question énormément, mais énormément. Mais donc, du coup, en fait, finalement, cette résilience, à ce moment-là, c'était envers toi-même, en fait. C'était vraiment... exactement. C'était envers moi. C'était pas envers les autres. Tu n'avais pas eu... parce que dans d'autres cas de figure, ça peut être la famille qui n'est pas très accommodante. D'autres fois, ça peut être les lieux de travail qui ne sont pas... Des fois, c'est l'entreprise, les écoles. Mais pour toi, c'était pas... C'était vraiment toi d'aller chercher chaque fois l'énergie qu'il fallait pour retourner au charbon. Exactement. C'était par rapport à moi. C'était une fidélité par rapport à moi. Tu lâches pas. Et je crois que finalement, comme tu dis, ça t'a quand même défini quelque part. Et puis, comme tu dis, tu puisses dedans avec ce que tu fais. Et on va y arriver, j'imagine. Et donc, après cette thèse, tu fais quoi?
Alors, je finis la thèse, enfin, même avant de finir. Oui. Je finis, disons, les travaux. Après, il y a toute la rédaction du document, etc. Je finis les travaux et je viens au Sénégal. Tu finis, tu rentres. Oui. Mais c'était quelque chose que tu avais décidé dès le début, je fais ma thèse, je rentre ou... Non, c'était pas je fais ma thèse, je rentre. Hein. C'était j'ai toujours voulu rentrer, ça c'est vrai. Mais c'était je fais ma thèse et je regarde quelles sont les opportunités, qu'est-ce que je fais après. Je savais que je voulais pas être dans le monde universitaire. Donc ça, c'était un débouché possible. Mais pour moi, c'était... Bon, j'avais fait de l'enseignement et tout, mais j'aimais pas ça. C'était pas ton truc. C'était pas mon truc. Donc ça, je savais. Je me disais, je vais travailler en entreprise sûrement. Donc, après la thèse de l'entreprise avec laquelle je travaillais, ils m'ont fait une proposition. J'ai eu d'autres propositions. Et je suis rentrée au Sénégal, notamment pour finir de rédiger mon document et pour l'envoyer à mes rapporteurs. Et quand je suis rentrée, c'était le moment d'être en famille, d'être dans autre chose, en fait. Et après, quand j'ai fini de faire ça, je suis retournée en France, donc pour les papiers administratifs, etc. Et en retournant, j'ai rencontré celui qui allait être un de mes, disons, boss chez Performance. Ouais, c'est ça, je l'ai rencontré. Et à l'époque, j'avais déjà créé avec des amis une autre entreprise, donc, sur laquelle je travaillais parfois, qui était une EduTech. Et donc, j'avais rencontré cette personne-là dans ce cadre-là. C'est-à-dire que, bon, il y avait une conférence, il y avait des trucs. Et quand on a discuté, je disais, moi, je vais finir ma thèse, mais c'est vrai que je ne sais pas trop quoi faire, etc. Il m'a dit, mais nous, on a besoin de quelqu'un qui connaît les données, qui sait travailler sur les données, on est en train de chercher, etc. J'ai dit, bon, fine, je suis rentrée, j'ai pris ses contacts, bien sûr. Il m'avait demandé de lui envoyer mon CV, ce que j'ai fait. Et quand je suis rentrée, j'ai discuté avec la RH pour la suite et tout. Bon, il me proposait un truc pas mal. Mais c'est vrai que le temps que j'avais passé pendant les vacances là, à Dakar, avec mon père et tout, je me disais, moi, franchement, Dakar me manque. J'ai besoin de ça. Voilà, Dakar me manque. Les odeurs te manquent. Exactement. Tout ça, en fait, c'est chez toi. Chez toi, ça te manque. Il y avait plein de trucs qui me manquaient. Et donc, le côté personnel a pris le dessus. Et donc, quand j'ai reçu le mail en me disant que j'avais un entretien et tout, je me suis dit, vas-y, quoi. C'est pas... Et donc, comme ça, j'ai pris la décision, j'ai refait toutes mes affaires, j'ai vendu une partie, j'ai pris le canapé. Et j'ai pris, je pense que c'était un transiteur, je sais pas quoi. J'ai dit, bon, je rentre. T'as tout mis dedans. J'ai tout mis dedans. C'était en quelle année, ça? Donc, je suis rentrée en 2000... Alors, je me rappelle, je pense que c'est 2016, début 2016. Ouais. Donc, je suis rentrée, mais je n'avais pas encore soutenu. Parce qu'en fait, il y avait tout le process administratif, etc. Donc, je n'avais pas soutenu. Donc, je suis rentrée, j'ai fait mes entretiens, ça s'est bien passé. Ils m'ont proposé un contrat. J'ai dit, fine, j'ai signé. Voilà, et j'ai commencé à travailler avant de soutenir. Mais par contre, je leur ai dit que j'avais cette date de soutenance-là. Du coup, je suis retournée, je pense que c'était le 17 février. Je suis retournée en France pour faire ma soutenance et tout. Et ça s'était super bien passé. Bon, mes parents sont venus aussi, en famille et tout. C'est une fête. Voilà, exactement. Waouh, l'aboutissement. L'aboutissement. C'est ça. Et de la robée. De la robée, c'est exactement ça. Et ça, c'était super bien, franchement. Super bon souvenir, même si j'avais beaucoup galéré à faire la présentation avec tout le tralala. Mais franchement, c'était vraiment beaucoup de gratitude, en fait. Au moins, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est un vrai milestone. Exactement. Soulagement, franchement. Et après, je suis rentrée. Je continuais mon travail au cabinet dans lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Et c'est un cabinet qui, pour moi, c'est une école. Parce que ça m'a permis de comprendre le marché. Ce que je n'avais pas. Je venais d'un monde de la recherche. J'avais un peu travaillé donc, avec l'entreprise, mais le monde corporate, je ne le connaissais pas réellement. Donc ici, j'apprends le monde corporate. J'apprends le marché du Sénégal, mais aussi de la sous-région. Et je passe mon temps à apprendre, en fait. Pendant 2 ans, c'était vraiment... J'enchaînais les missions, j'étais dedans.
Mais j'apprenais énormément de choses. Mais c'est intéressant, excuse-moi, je te coupe pas, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que tu sors quand même d'une thèse où en fait finalement on aurait pu croire que tu n'as rien à prouver, n'as plus rien à apprendre, tu vois. En tout cas dans le monde académique, la thèse c'est quand même, tu vois, un des milestones les plus importants. Et en fait, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a quand même un vrai problème avec cette jeunesse-là qui montre des signes d'impatience dans cette phase où elle est censée encore continuer à apprendre des choses quand elles arrivent en entreprise. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que tu parles de ça parce que on voit que tu dis que malgré... Enfin, avec cette thèse qui quand même qui te donne une légitimité à tout point de vue, tu continues à apprendre des choses en étant dans cette entreprise. Et pour moi, il faut apprendre jusqu'à la mort. Hein. Oui. Ça, c'est non négociable, en fait. Mais c'est vrai, enfin, les choses bougent. Il y a des... Enfin, il y a des domaines que vous ne maîtrisez pas forcément et vous avez besoin de ces domaines-là. Donc, pour moi, il faut apprendre toute la vie, en fait. Après, enfin, il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de joie dans l'apprentissage, entre guillemets, d'autres moins. Mais pour moi, il faut apprendre, en fait. Il faut vraiment avoir cette patience d'être avec quelqu'un. Enfin, à Performance, on avait des directeurs, etc., qui nous aidaient, en fait, dans cet apprentissage. Et moi, je sais que pendant 2 ans, j'ai énormément appris là-bas. Ça, merci. Merci Performance. Voilà, salut au passage. Merci. Donc, j'ai énormément appris. Au début, c'était très décorrélé de ma réalité de recherche. Oui, bien sûr. Mais petit à petit, tu vois, je voyais l'intérêt, l'impact, etc. Et au bout de, je pense, c'est 2 ans, je fêtais mes 30 ans, il me semble. Je me suis dit, fais autre chose, quoi. En fait, c'est pas fait autre chose, c'est... Next step. Pas forcément. C'était... Ce que je faisais à Performance, c'était intéressant, mais je me disais, je pouvais avoir de l'impact autrement. Et je voulais, voilà, tester le marché, l'entrepreneuriat, je l'avais déjà fait. Oui. Et donc, je voulais, pour une fois, le refaire et ajuster ce qui n'avait pas marché et tester. Et je me disais que c'était le moment ou jamais. C'est-à-dire que là, bon, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore dans ma zone de confort où je ne peux plus sortir forcément du corporate, donc je peux peut-être tester. Et si ça ne marche pas, je peux toujours retourner en fait, parce que j'ai les outils pour retourner. Donc, ce n'est pas un problème. Et donc, le jour de mon anniversaire encore, je pense que c'est des jours déclic. 1er mars encore, je me pose, je me dis, est-ce que tu vas pas juste rédiger ta lettre de démission et voir ce que tu peux faire, en fait. Waouh. Voilà. Et donc, je réfléchis et je écris ma lettre et voilà. Et tu avais des modèles autour de toi d'entrepreneurs qui t'ont inspiré à faire ça? Parce que en général, tu vois, on a beaucoup le modèle, surtout au Sénégal, hein, tu fais des études, tu trouves un bon boulot, un bon CDI, tu fais ton crédit, tu achètes ta maison, tu vois, le truc, voilà, classique. Et ça rassure aussi beaucoup de parents, hein, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'en général, on entreprend aussi parce que on a eu une figure, un oncle, ou dans sa famille même, on l'a été. Toi, est-ce que il y a eu des figures qui ont été, qui ont inspiré, ou c'est vraiment quelque chose qui était personnel à ce moment-là, qui était drivé par l'impact que tu voulais avoir? Alors, le fait d'être en CDI et de décider de démissionner, c'est pas parce que j'étais inspirée par qui que ce soit. Ça, c'était pas vraiment le cas. C'était juste que j'étais dans une position où je me disais, l'entrepreneuriat, je l'ai testé, ça n'a pas vraiment marché, mais je sens qu'il y a quelque chose que je peux faire et j'ai envie d'avoir de l'impact. J'étais vraiment motivée par ça. Et je me disais, dans tous les cas, je n'ai rien à perdre. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, j'ai toujours un moyen de trouver un boulot et de continuer. Et puis j'apprends, comme tu disais. Exactement. Pour moi, c'était vraiment ça, en fait. Donc, je n'ai pas forcément ce modèle. Après, il faut savoir que ma mère, c'est une entrepreneuse née. C'est-à-dire que le modèle est là. C'est ça le modèle, mais c'est quelqu'un qui prend des risques, ça ne marche pas, elle te dit c'est pas grave, elle refait autre chose, ça ne marche pas.
elle fait autre chose, ça marche, elle te dit voilà, c'est ça, il fallait faire ça. Donc c'est quelqu'un qui, dans sa vie, s'est beaucoup battu sur pas mal de choses et qui a pas peur d'essayer, et donc toi, t'as pas eu peur d'essayer non plus. Non, pas du tout. Bah attends, Richard Toll, Évreux, et après truc, et j'adore le triangle, Richard Toll, Évreux, Dakar. Voilà, c'est ça, Exactement. Non, le triangle, non, le carré. C'est un carré ou un rectangle, whatever, mais voilà. Mais c'est important ce que tu dis, de se rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, quand on teste des choses, on prend pas tant de risques que ça. Souvent, on a peur de changer, on se dit qu'en prend une décision, ça va influer toute notre vie, et c'est faux. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Moi, ça m'a aidé très souvent aussi à prendre des décisions en me disant, mais au pire des cas. C'est ça. En fait, je pense qu'il faut avoir un tableau. Tu te dis, au pire des cas, qu'est-ce que tu perds? Ouais. Et si tu gagnes, qu'est-ce que tu perds? Le fameux pour et contre. C'est ça, en fait. Voilà, ta balance, quoi. C'est ça. Ouais. Et je pense que dans tous les cas, tu auras des doutes. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu auras des doutes, tu auras la peur qui va t'accompagner. Moi, je me rappelle, j'ai pris des décisions où j'étais en panique, quoi. Mais j'ai quand même fait la transpire. Le chaud. Exactement. Noué, comme ça. Rien ne passe. Et pourtant, dans ma tête, parce que tu as toujours une partie logique et une partie qui est un peu émotionnelle. Et dans ma partie logique, je me disais ça, potentiellement, c'est la meilleure décision à prendre. Ouais. Mais la partie émotionnelle, c'était ouh, t'as le cerveau qui s'emballe, ça va pas. Et pourtant, je suis toujours là, quoi. Donc, à un moment, t'auras peur, t'auras des doutes, c'est normal, ça fait partie du process. Moi, j'ai une technique, je me dis, peur plus envie égale go. Peur plus pas envie égale no go. No go. Surtout l'envie. Je pense que l'envie, c'est un driver qui est vraiment... Oui, puis c'est ça qui va te faire tenir le coup. Mais oui, dans les moments difficiles, tu te retournes toujours à l'envie, à la passion, à la motivation. C'est ça, c'est exactement ça. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Et est-ce qu'il y a une idée qui t'a porté pour ce départ maintenant, pour sauter, faire le grand saut? Il y a une idée en particulier ou juste, en fait, cette notion d'impact? Bon, vouloir l'impact, après, une idée... Pas forcément. Pas forcément. Je pense des opportunités. J'avais des opportunités qui étaient là. Et je me disais qu'il y a quelque chose à creuser. Après, je ne sais pas où je vais forcément, mais il y a quelque chose à creuser. Et le fait d'être entrepreneur à temps partiel, pour moi, ça ne marche pas. Ouais. Donc, à un moment, il faut juste savoir sauter. Et après, bon, tu tombes. Est-ce que tu peux le répéter? Entrepreneur. Après, peut-être que ça marche chez d'autres, mais franchement, ce que j'ai vu... mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Il faut sauter à un moment donné. C'est ça, en fait. Et puis, quand tu t'engages à travailler pour quelqu'un, il y a quand même un engagement. Et donc, du coup, il faut faire le boulot comme il faut. C'est ça. Et je pense que même ton entreprise que tu crées, si tu veux qu'elle te donne 100%, tu dois lui donner 100%. En tout cas, il y a un engagement. Il y a un réellement. Alors, quand même, moi, j'avais cette idée-là de l'engagement à 100% quand on crée une entreprise. Et c'était la façon dont on avait appris les choses en France. Et ici, j'ai découvert autre chose. Parce qu'au Sénégal, quand même, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font une seule chose. Non, ils font beaucoup de choses. Tu peux être serial entrepreneur, faire plusieurs choses. Mais là, ce dont on parle, tu vois, c'est vraiment ce côté... je suis salarié. Le salarié, c'est sûr qu'il faut quitter. C'est cet engagement, en fait, où je suis salarié, je travaille, j'ai une mission, j'ai des responsabilités. Tu peux pas être salarié à temps plein et être entrepreneur. C'est impossible. Et puis, je trouve que c'est même pas éthique, entre guillemets, parce que tu as un engagement envers ton employeur. Mais c'est vrai que de toute façon, à un moment donné, dans ce modèle-là, on arrive à la limite. Hein. Oui, à un moment, c'est compliqué. On a toujours une limite et c'est là où on se décide où, voilà. Exactement. C'est ça. Et c'est quoi, ça a été quoi ta première opportunité? C'était quoi cette première mission ou client? Alors, premier client... Oui, premier client. Donc, c'était avant que je démissionne. Hein. Elle a quand même tâté le terrain. Elle a quand même tâté le terrain un peu. C'est un client qui est arrivé à moi, en fait. C'était pas genre, je vais dans cette démarche entrepreneuriale-là. Donc, un premier client. Donc, je peux... Enfin, c'est la pub, finalement, non? Tu peux le dire. Tu peux y aller. Donc, c'est Samsung, notre premier client. Et donc, du coup, je me dis, bon, vas-y. Tu n'as absolument rien à perdre, fais les choses. Et puis, si ça marche, il y a de quoi créer quelque chose, en fait, et faire des choses sympas que tu aimes bien. Je me rappelle, au début, je n'avais pas de salaire. Donc, je faisais beaucoup de consultance. J'avais fait de la consultance pour l'Union africaine, à un moment, et d'autres organisations.
Et j'essayais de gérer avec tout ça, là. Et je me rappelle, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est aussi de prendre des locaux. Des locaux. Oui. Parce que dès qu'on quitte, installé à la maison, je me suis dit, bon, ton cerveau, il va avoir tendance parfois à se dire, bon, c'est à la maison, enfin, c'est relax. Ne plus t'imposer ce rythme où à telle heure tu es là, tu fais les choses, etc. Donc, j'ai pris des locaux. Au début, il y avait que moi. Il y avait moi et peut-être un stagiaire que j'avais pris. Il n'y avait pas grand monde. Nous partîmes à 1,5. C'est ça, exactement. Mais je pense que pour moi, c'était un moyen de dire, OK, oui. Tu es dedans. Et là, il y a un engagement, il y a un loyer à payer, il y a des choses à faire. Et donc, du coup, il faut y aller et prendre les choses. Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont te dire, bon, je vais essayer l'entrepreneuriat, mais c'est un essai. Il n'y a pas un engagement où je fais vraiment les choses pour y arriver. Oui. Et moi, j'avais besoin de voir des trucs que je pose pour me dire, OK, je suis dedans. Et se mettre peut-être dans une conditions réelles. Exactement. Et en fait, quand tu travailles ou bien quand tu fais une thèse, tu as des gens derrière à qui tu dois donner quelque chose ou dire quelque chose ou reporting ou quoi que ce soit. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es toute seule. C'est toi-même. Toi-même. C'est-à-dire que si tu n'es pas motivé, solo. Personne ne te dira va faire le job. C'est ça. À la limite, tu peux avoir tes clients qui vont te mettre cette discipline-là, mais si tu t'imposes pas cette discipline, c'est compliqué. Ouais. Donc, dès le début, je me suis dit, non, tu vas prendre... Je me rappelle, ma mère me dit, mais ça va te faire des charges, ça sert à rien. Il y a le garage. Exactement, et tout. J'ai fait, non. Au moins, si je sais que j'ai des charges, je vais me bouger et faire les choses. Bon, on voit que Di, elle fait pas les choses à moitié. Ah non, elle fait. Elle fait pas. Non. Donc, j'ai pris. Après, j'ai commencé à apprendre des gens, à faire des choses, à aller chercher des missions, à les réaliser. Donc, petit à petit. Et je me rappelle peut-être un truc qui est intéressant et qui permet de montrer aux gens qu'il faut de la résilience, c'est que 2 mois après, donc démissionner, loyer, locaux, 2 mois après, cambriolage. Hi. Il y avait des ordis. Mais oui, c'est ça. Il y avait des trucs. Donc, heureusement, on avait des sauvegardes au niveau du cloud. Mais voilà. Faites des sauvegardes. Ah, please, super important. Avec des sauvegardes. Donc, on avait des sauvegardes, heureusement. Ouais. Et ça, pour moi, c'est comme une claque, en fait. Oui, totalement. Comme une claque, mais je me dis, bon, c'est pas grave, en fait. Mais surtout que là, tu es en fait dans cette phase vraiment où tu te sens les ailes poussées. Tu es porté, en fait, par le démarrage. C'est en ça. Fait. Tu as vraiment l'énergie du début. Et là, comme on dit, d'aglaf. Bam. C'est-à-dire que c'était un samedi matin. Les ailes, Marina, d'aglaf. Tu veux t'envoler, on te coupe les ailes. C'est un samedi matin, j'arrive, la porte est ouverte. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la porte est ouverte? Et donc, tu as le cœur qui bat la chavale, donc le cerveau encore. J'ouvre, je vois des trucs par terre. Je me dis, ah là là. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Donc, je me dis, OK. Donc, j'appelle la gendarmerie, j'appelle mon frère. Enfin, j'essaye de trouver qui est le coupable, j'appelle le gardien, il n'a rien vu, comme par hasard, j'appelle, ça vous pouvez le couper peut-être, mais en tout cas, j'appelle plein de monde, mais il n'y a rien, personne ne voit rien et tout, personne ne sait rien. Donc la gendarmerie, ils viennent, rien, jusqu'à présent, c'est ensuite. Bien sûr. Et après, je me dis, bon, c'est pas grave, le lundi d'après, tout le monde revient, on travaille, on continue en fait. Après, on met plus de sécurité peut-être, voilà, mais on continue. Les failles, exactement. Et en fait, ça, ce sont des obstacles. C'est ça. Et les obstacles, il y en aura toujours. Tout le temps. Et donc, du coup, à un moment, c'est plus de se dire, OK, c'est ça mon objectif. J'y vais, quels que soient les obstacles. Parce que les obstacles font partie du chemin, en fait. Si on se dit l'entrepreneuriat, c'est une course de saut d'obstacles. Ouais. Donc, on sait que de toute façon, le but du jeu, c'est qu'il y aura des obstacles et on va les sauter. C'est ça. En fait, je pense mais si tu t'arrêtes devant et tu dis, ah bah non, il y a un obstacle, ah bah c'est pas possible. C'est une course avec des obstacles. Et il y en a plein. De fond et avec des obstacles. Je sais pas si c'est un triathlon, pentathlon, whatever. Parce qu'il y a beaucoup aussi de disciplines. Hein? Parce que tu penses que tu vas juste courir, on va te demander de nager, de faire du vélo. C'est vrai. Moi, on m'avait dit... Ouais. L'entrepreneuriat, c'est comme sauter d'une falaise et construire l'avion pendant la chute. C'est vrai. Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui te tombent dessus. Tu te dis, mais comment je gère? Et si on l'avait su, on l'aurait jamais fait. Moi, je pense que je l'aurais fait.
T'aurais quand même fait. Ouais, j'aurais quand même fait. Ah, je sais pas, peut-être, hein, mais quand même, tout ce qu'on a vécu dans nos vies d'entrepreneurs jusque-là et qu'on va encore sûrement vivre. Mais c'est comme quand tu es une femme, tu accouches, tu as un enfant, tu en refais quand même après. Alors que c'est compliqué. Tu te dis, mais pourquoi en fait, mais tu le refais. C'est la même chose. D'ailleurs, vie de famille. Est-ce que tu as réussi à construire une vie de famille en même temps que tout ça? Compliqué. 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 Mais bon, après, je me plains pas forcément, en fait. Pourquoi c'est compliqué? Ma mère me dit ça. Mais pourquoi tu te plains pas? Et je me plains pas, honnêtement. Je trouve que je suis épanouie dans ma vie, de manière globale. Ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Hein. Là, on parle de cambriolage. Il y a eu tellement de choses. Ouais, j'imagine. Il y a des choses, ce qu'a dit, c'est vrai. Aujourd'hui, quand tu commences, tu as des problématiques, tu te dis, mais comment je règle ça? Comptabilité, je me rappelle, j'étais là, mes cours de compta, je me rappelle plus de ce qu'on disait. J'en ai pris, mais je sais plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas forcément les moyens d'avoir un comptable. Qu'est-ce que je fais concrètement? Donc, du coup, je vais chercher une solution. Tu as des problématiques de trucs qu'on te demande. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et donc, tu es là à chercher. C'est pour ça qu'il faut toujours apprendre à trouver des livres, à essayer de comprendre, à aller voir. L'inspecteur des impôts qui t'appelle, qui te dit, j'ai un document à t'amener. Il dit, c'est quoi? La CLV, je sais pas quoi. Mais c'est quoi? C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Il y a tellement de choses que tu apprends pendant le chemin, là. Hein, c'est un truc de dingue. Sans compter qu'il faut faire tourner la boîte dans le sens commercial. Il y a des clients. C'est ça. Il faut les satisfaire. Il faut aller en chercher. Il faut les satisfaire. Ceux qui sont déjà là. Il faut livrer. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, il y a pas mal de choses. Et au début, tu t'occupes de pas mal de trucs. C'est après, avec le temps, où là, tu es plus à l'aise. Donc, tu peux prendre des gens qui peuvent s'occuper de ces choses-là. Mais au début, c'est assez galère. Donc, au début, tu as une vision 360, en fait. Un peu, exactement. Et surtout comprendre de quoi il s'agit. Moi, il y a des termes qu'on me disait, je me disais... Attends, j'ai une thèse, hein. Voilà, de quoi il parle? Donc, j'étais là, je tape, j'essaye. Ah, ok, c'est ça, ok. Et puis, parfois, il y a des choses qui sont propres à la législation sénégalaise, qui ne sont pas, qu'on n'a jamais vues. C'est ça. Et ce qui est propre à la législation sénégalaise, parfois, tu ne le trouves pas sur Internet. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est pas écrit quelque part. C'est pas écrit quelque part. De partageable ou de facilement. Et parfois même, tu demandes à des experts, ils sont pas toujours complètement sûrs. Mais ils sont pas toujours d'accord sur certains. C'est ça. Oui. Des fois, pour les législations sur les employés, tu es obligé d'appeler toi-même l'inspecteur pour savoir. Voilà, pour savoir. En fait, il y a tellement de problématiques que du coup, tu es obligé d'apprendre. Ça et les pratiques. Parce qu'il y a des pratiques qui deviennent finalement des normes. Je pense qu'on est dans l'environnement, dans l'écosystème et puis l'économie surtout dans laquelle on est, où on a beaucoup d'informels. Il y a beaucoup de normes qui sont parties juste de pratiques, tu vois. Il y a ça. Après, je pense que dans une entreprise aussi, il faut savoir distiller ses valeurs. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux pour l'entreprise concrètement? Je veux faire des sous, normal, c'est l'objectif d'une entreprise, mais comment je fais les sous? Et comment je fais les sous? Tu dis, ok, moi, mes valeurs, c'est ça. Telle pratique, tel truc, je n'en veux pas concrètement. Mais ça veut dire que derrière, je dois développer une stratégie pour quand même continuer à vendre et à faire les choses comme il faut. Mais ça, je pense qu'il faut... peut-être la chance que j'ai eue, c'est d'être passée par Performance. Il faut se poser, réfléchir à cette stratégie, comment je fais, est-ce que je dois passer par tel chemin au lieu de tel chemin. Mais pour moi, une entreprise, c'est des valeurs en fait. C'est des gens et des valeurs. Et après, on construit en fonction de tout ça. Mais c'est important d'avoir les et les valeurs, c'est toi qui les insuffles. Tout le monde, c'est vrai que par exemple là on est en train de refaire notre nouveau plan stratégique sur les 5 ans à venir. Donc on en avait fait un il y a quelques années et on se rend compte que c'est les mêmes valeurs qui reviennent. Et en fait les valeurs en général, avec le consultant avec qui on travaille, c'est des valeurs partagées. Donc c'est l'équipe en fait qui propose des valeurs et il y en a qu'on retrouve et du coup qu'on garde en fait. Et on se rend compte que c'est les mêmes finalement qu'on a gardées pendant toutes ces années. Et ça je trouve que c'est top.
Ouais, Ça, bon c'est signe. vraiment, c'est top. Ouais. C'est top. Et donc, du coup, compliqué, et ce que tu nous disais, la vie de femme, compliquée, mais épanouie quand même. Oui, très épanouie. Comment tu as fait? Tu as des astuces pour réussir à gérer les deux? Équilibre, tu vois. C'est pour ça que je disais, en fait, ce que je fais, donc en termes de tips, c'est que j'ai un agenda. Et c'est pour ça qu'on a eu du mal à trouver un créneau. Je confirme, elle est difficile à choper. Exactement. Donc j'ai un agenda et je bloque des horaires. Il y a des horaires pour le boulot, il y a des horaires pour moi, il y a des horaires pour la famille, il y a des horaires pour tout et n'importe quoi, pour le sport. Et j'essaye vraiment d'appliquer ça. Donc, quand aujourd'hui, Marina, tu viens me dire, OK, j'ai besoin de toi demain, après-demain, sache que ça sera non, clairement. Parce que c'est déjà tout organisé. Parce que c'est déjà organisé. Et en fait, cette organisation, c'est venu avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, je me retrouvais souvent sous l'eau. Et je sais que parfois, il y a des gens qui ont du mal à dire non, en fait. Et donc, qui se retrouvent à être engagés dans 10 000 choses. 10 000 choses. Et c'est pas forcément bien pour ta productivité, pour ce que tu veux faire. Et même pour toi, en fait, c'est pas forcément... Du coup, à un moment, je me suis dit, bon, on arrête. Mon objectif, c'est ça. Est-ce que toutes ces sollicitations rentrent dans ça ou pas? Ouais. Est-ce que ça nourrit mon objectif? Exactement. Ouais. Et donc, si ça nourrit mon objectif, OK, on va essayer de le caler quelque part. Si ça ne nourrit pas l'objectif, voilà. L'apprentissage du non, il est super important. Parce que je trouve que quand on démarre, on est dans la théorie du oui. Parce qu'on a peur de perdre. Voilà, et puis on se dit, c'est toujours une opportunité, on va apprendre, on va rencontrer quelqu'un, etc. Il y a le non social aussi qui est là. Et finalement, je pense que tu l'as eu parce que la société dans laquelle on est, elle sursollicite les femmes surtout. Et comment tu gères ça, le non social? Même chose. Je peux pas, j'ai yoga. Non, c'est pas ça, c'est que... Non, je rigole. À un moment, il faut savoir aussi faire la part des choses. Mais oui. Quand on est jeune, on a beaucoup de peur. Surtout la peur de dire non. Quand on est jeune dans une société, c'est la société sénégalaise, donc on accepte beaucoup de choses, on dit beaucoup oui, et souvent on se retrouve sous l'eau, on n'est pas bien, on dort mal, ça va pas. Et puis on fait tout à moitié. Exactement, et en fait, on n'est même pas forcément fier de qui on est et de ce qu'on est en train de faire. Donc à un moment, c'est de se dire, bon, voici où je veux aller. Professionnellement, je veux aller là, personnellement, peut-être je veux aller là, sachant que, bon, après, il y a l'aspect, Inch'Allah, quoi. Il y a ce que je veux et ce qui s'arrive. Voilà. Mais au moins, voilà, moi, je veux faire ça. Après, c'est de voir si ces sollicitations rentrent dans ce que je veux faire. Fine. Si ça rentre pas, peut-être voir, toujours négocier. Enfin, c'est des compromis, hein. Et parfois, dire non, tout simplement. Sur le côté social, moi, je sais qu'il y a pas mal de choses. J'ai dit non, j'ai dit je peux pas. Franchement, je suis vraiment désolée, mais je peux pas. Je crois que ça, c'est un secret de beaucoup d'entrepreneurs. Apprendre à dire non. Et dans le travail, et au niveau de la vie sociale et familiale, mettre des limites. C'est ça. C'est clair. Dans la limite du possible. C'est-à-dire, ça. et après, quand on dit non aussi, c'est pas non, c'est voilà, il y a la forme. En fait, mais c'est de la diplomatie et ça fait du bien à tout le monde, qu'on le veuille ou pas, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui je dis non parce que je suis pas disponible, mais peut-être que demain ou dans 2 ans je serai disponible. Donc c'est aussi de garder le lien avec un non où les gens comprennent que bon, c'est vraiment parce que je ne peux pas, j'ai besoin de préserver ceci ou bien de faire cela ou bien, je sais pas, moi j'enchaîne parfois tellement de missions, de voyages, etc. Je suis exténuée. Donc je peux pas te dire oui, tandis que j'ai des cernes comme ça, j'ai pas beaucoup dormi, c'est compliqué, voilà, c'est même par rapport à ma santé. Donc à un moment je dis non, c'est ça. Et on passe à autre chose. Et donc tu te dis finalement, tu confies, on va dire, cette vie de femme, peut-être d'épouse, de mère, etc. à l'univers, et elle va arriver, si elle arrive, tu vas voir comment gérer ça, ou est-ce que c'est quelque chose aussi que tu organises, tu planifies? On dit en Wolof. Ouais. Il y a le bain sotol. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit en Wolof. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a l'aspect univers, etc. Mais aussi, qu'est-ce que je fais pour ça? Est-ce que je fais l'effort qu'il faut? Pour moi, encore, peut-être c'est des valeurs. Il y a ces notions d'engagement, l'effort que je mets.
les choses n'arrivent pas comme ça, tu les cueilles en fait. Il faut quand même se mettre en mouvement. Dié n'est pas une fleur à cueillir tout simplement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, il faut faire des efforts parfois. Quand on veut atteindre certains objectifs, hein, même par exemple, on veut avoir de bonnes relations familiales ou quoi que ce soit, il faut faire des choses, il faut apprendre, il faut parfois se redéfinir, qui on est. Tu vas avoir des gens, moi j'ai vécu je l'ai vécu. J'étais très timide. Il y a plein de choses que je voulais pas. Je suis pas quelqu'un de super social, truc. Mais à un moment, je me dis, peut-être que c'est le moment. Parce que voilà, il y a ceci, il y a cela, etc. Et pourtant, finalement, ça m'a pas fait de mal, en fait, à l'aide. Donc, c'est pour ça que je dis, tout n'est pas figé. Tout bouge. Et il faut savoir s'adapter par rapport à ça. Et puis, il y a des périodes où on est prêt pour franchir une étape, d'autres Exactement, moins. il faut savoir s'écouter aussi. Ouais. Et avec tout ça, on ne sait toujours pas ce que c'est Aristark aujourd'hui. Qu'est-ce que déjà, c'est? Nous partons à 1,5. Le nom, je voudrais bien savoir d'où vient le nom et qu'est-ce que fait Aristark aujourd'hui. Alors, Aristark, c'est une société de services numériques. Donc, dans services numériques, on va faire du conseil. IT, donc on va accompagner les entreprises pour faire de l'audit par exemple de sécurité de leur système d'information. On travaille avec des entreprises, on fait du B2B. On va développer des plateformes, donc ça c'est notre cœur de métier, on a développé énormément de plateformes, donc par rapport aux besoins du client, le client nous dit moi je veux ça, donc on le met en place, on va parfois développer des sites internet, on va développer des applications mobiles. On fait quand même pas mal de choses dans le développement ou bien l'intégration de solutions qui existent déjà. On a inclus la partie BI, vu que un peu c'est mon cœur de métier, intelligence artificielle, business intelligence. C'est mon cœur de métier, la partie IA, intelligence artificielle. Donc ça, c'est un truc dont on ne parlait pas avant, mais aujourd'hui, c'est vraiment le mot à la mode et tout. Et donc, il y a quelques années, on l'a mis aussi dans l'offre de Aristark, où l'idée, c'est un peu aussi de sensibiliser. Donc, on fait des formations dessus, mais aussi de mettre à disposition des clients certains outils pour qu'eux, ils puissent gérer leurs données, faire de la prédiction, de la segmentation, des choses du genre. Et la dernière offre qu'on a mis en place, c'était tout ce qui est formation autour des métiers du numérique. Donc, c'est notre quotidien. Oui, totalement. Et on a quand même pas mal de gens qui interviennent avec nous dans cet espace-là. C'était de proposer aux entreprises. Donc, on a l'agrément du 3FTP. Pour que les entreprises puissent être formées dans les métiers du numérique. Donc, ça va être la gestion des bases de données, ça va être cybersécurité, intelligence artificielle, des langages de programmation particuliers. Donc, c'est-à-dire, moi, je veux faire du Java ou bien je veux faire du Ruby, etc. J'aimerais avoir de la formation pour mes équipes, pour qu'ils puissent continuer à travailler sur ce type de langage. Donc, ça, on va le faire aussi. Donc, Aristark, c'est là depuis... 2018, officiellement. Officiellement, 2018. Mais en fait, on avait déjà les papiers enregistrés avant. Et moi, je suis à temps plein, disons, depuis 2019-2020. Donc, j'ai commencé vraiment à faire moins de consultance et être vraiment dans Aristark, dans le day-to-day et organiser l'activité, en fait. Parce que c'est vrai qu'on va chercher des missions, on les implémente, mais il faut organiser les choses. Il y a des gens qui sont derrière, donc il faut faire en sorte que... Vous êtes combien maintenant, justement? Alors, on a une équipe... Au total, on est une trentaine. Donc, avec une équipe fixe et tout un ensemble de gens avec qui on travaille en fonction des missions. Donc, pour éviter d'avoir des charges fixes qui soient trop importantes. Et on a travaillé depuis le début peut-être plus d'une 70-75 missions de manière globale. Donc, des missions au Sénégal, dans la sous-région. Enfin, on a travaillé avec pas mal de gens. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, on va venir justement à cet aspect croissance. Mais avant ça, justement, vous partîmes à 1,5 et là, 30 sans compter en fait tous les prestataires. Comment ça 30 avec les prestataires. Avec les prestataires. Mais comment ça se passe en fait de ce passage-là? Compliqué. Est-ce comme on dit, est-ce que l'adage qui dit que les togg ceebu jën pour une personne togg na ceebu jënu 30 personnes?
Non, 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 pas du tout. c'est du pas tout. pareil, hein. C'est pas pareil. Enfin, il y a tellement de choses à dire. C'est compliqué. Je pense que juste le passage de 3 personnes à 10 personnes, 3 à 10, c'est un déjà problème. quelque chose. Déjà. Ensuite, voilà. Parce que, bon, mais en fait, moi, je pense que la chance qu'on a eue, c'est d'avoir fait ce plan stratégique-là qui nous a permis quand même de structurer l'entreprise, d'avoir quelques procédures, même si aujourd'hui, on continue à travailler sur les procédures, mais de faire en sorte que quand on a quelqu'un qui arrive, le onboarding est assez facile. Enfin, les choses sont déjà là. Donc ça, c'est une chance qu'on a eue. Mais c'est vrai qu'à gérer, dans le day-to-day, c'est plus compliqué. Et c'est normal. Et c'est de l'humain, voilà. Donc c'est normal. Et après, on essaye de mettre un accent sur le recrutement. Mais il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas quoi dire. Quels sont tes plus gros challenges aujourd'hui, ou ceux que tu as rencontrés là depuis que tu as créé Aristark? Beaucoup. Tous les jours, je t'en rencontre. Je le sais. Tous les jours, c'est une nouvelle aventure. On se dit aujourd'hui, c'est quoi? Il y a tous les jours, il y a des problématiques, il y a des choses qui se passent bien parfois. Parce qu'il il faut pas être pessimiste non plus. L'entrepreneuriat, parfois, tu as vraiment des moments de joie, en fait. Où là, tu te dis, je suis contente, le client t'envoie un message, vous nous avez vraiment aidé dans pas mal de choses, etc. Et là, et même l'équipe se sent, voilà. Totalement. Donc, il y a des moments où ça se passe très bien. Il y a des moments où c'est plus compliqué. et je pense que voilà, c'est ça le charme aussi. C'est de pouvoir gérer ces problématiques. Parfois, on les gère, c'est géré définitivement. Parfois, c'est des problématiques qui reviennent. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on a mal identifié les sources de ce problème et donc il faut trouver des solutions. Mais je pense que même nous, aujourd'hui, là, on a encore des problèmes. Bien sûr. Le consultant qui nous a fait ce travail, il nous avait fait un travail de diagnostic pour regarder nos forces et nos faiblesses. Il a refait ce travail de diagnostic pour regarder les forces et nos faiblesses. et on se voit qu'il y a des faiblesses qui restent. Qui restent, où on a eu du mal à aller au-delà de ça. Et donc, c'est comment on fait pour trouver des solutions. Et je pense qu'à chaque taille, à chaque niveau, il y a des problèmes qui sont propres à ce niveau-là. Totalement. En fait. Quand on des petits problèmes. Exactement, grand problème. C'est quand on était plus petit, il y avait des problèmes c'était pas des problèmes. On les connaissait même pas. Non. Et en grandissant, on en a d'autres. Ok, là, c'est plus compliqué. Voilà. Et je pense que voilà, ça va. Mais chaque fois, c'est un apprentissage en même temps. Exactement, c'est un apprentissage en même temps. Et aujourd'hui, Aristark se porte bien, très bien, très très bien. Je dirais pas très très bien, ni très bien, ni bien. Ni bien d'ailleurs. Est-ce que j'ai pas vu que vous avez fait une levée de fonds ces temps-ci ou... Oui, on a fait une levée de fonds. Ça, c'est une aventure aussi. Ça, c'est bien ou pourquoi c'est pas... c'est non, bien? Non, c'est bien. Oui. Je dis ça, c'est bien. En fait, quand je dis porte bien, pour moi, c'est... Il y a toujours des problématiques. Oui, totalement. Il y a toujours des problématiques. Parce que même quand on lève des fonds aujourd'hui, ces fonds-là, on les reçoit, on les gère. En fait, on a un engagement, on prend un engagement. On reçoit des partenaires, on rentre dans une autre relation. Exactement. Qu'il faut aussi gérer. Oui. Il y a une attente qui est là et beaucoup de responsabilités. Bien sûr. Donc ça vient avec son lot. Mais c'est quand même un signe, c'est un signe positif. Oui, c'est un signe que l'entreprise est structurée. C'est ça. Et qu'il y a des bases, en fait. Donc, et du potentiel. Et du potentiel, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'avant cette levée, il y a tout un travail en background que les gens ne voient pas forcément. Est-ce que c'est toi qui l'as fait, ce travail? C'est un travail d'équipe. Okay. C'est un travail d'équipe, donc il y a tout un travail qui est fait et qui aboutit à cette levée-là. Et en fait, c'est parce que, le travail a été fait comme il faut. On a quand même eu des années de fonctionnement, donc on a un track record qui n'est pas mauvais et il y a du potentiel en fait. Maintenant, encore une fois, à chaque étape, c'est problématique. Et ça, il faut juste le savoir et être conscient. Et c'est quoi justement le challenge principal sur cette phase-là, en tout cas spécifiquement à ça? Cette phase de levée là, levée et puis maintenant de mise en action justement. L'après-levée, c'est quoi? Après-levée, je pense que c'est trop tôt pour dire, parce que
pour l'instant, on n'a pas forcément de problématique Ouais. là, par rapport à la levée. Mais voilà, je pense qu'on a aujourd'hui, nous, on a des engagements par Oui. rapport à cette levée-là sur lesquels on s'est mis d'accord. Donc, il faut juste qu'on atteigne nos objectifs, en fait, partagés. Et puis voilà. Maintenant, c'est un fonds choisi. C'est un fonds d'impact. Oui. Donc, l'idée, c'était d'aller sur un fonds d'impact. En impact, donc tu as choisi aussi. C'est un choix. Ouais, ouais. C'est-à-dire que à un moment, j'avais ce besoin d'ouvrir, d'avoir d'autres personnes dans le capital, de faire autre chose. Et donc, du coup, je regardais qu'est-ce qu'il y avait dans le marché. Et ce fonds-là, je me suis dit, ça peut le faire, de travailler avec eux. Ça peut le faire. C'est quelque chose que tu as senti ou tu t'es basé sur, je sais pas, des éléments très... on a beaucoup discuté, énormément discuté. On a fait un process qui était très long. Souvent, on le dit pas, mais la levée de fonds prend du temps. C'est pas un truc en un mois. Voilà. Ça a pris combien de temps pour toi à peu près? Ça a pris beaucoup de temps. Est-ce que c'est pas 2 ans? Ça a pris beaucoup de temps. Le temps de réfléchir, d'être dedans, de se connaître aussi. De se connaître, c'est ça. Parce que la due diligence, on pense tout le temps que c'est l'investisseur qui l'a fait sur l'entreprise, mais l'entreprise aussi. En fait, c'est les deux. C'est les deux, oui. On apprend à se connaître, c'est exactement ça. C'est les deux. Je pense qu'il faut être à un niveau où l'entreprise tourne déjà assez bien, effectivement, toute seule pour avoir du temps à se consacrer à ça. Ça dépend, en fait. Nous, le fonds qui nous accompagne, c'est un fonds sur lequel, ils avaient besoin d'avoir un track record, donc d'avoir une entreprise qui tourne avec des choses qui ont déjà été faites, quelque chose où on est sûr qu'il y a des choses qui arrivent, en fait. Après, vous pouvez avoir des fonds qui n'ont pas besoin forcément d'avoir du track record. Peut-être que ça va être des fonds qui vont mettre moins d'argent, mais ça peut permettre à l'entrepreneur de faire des choses déjà, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être besoin de bien comprendre les fonds et les conditions de ces fonds-là. C'est pour ça que je dis que c'est un choix. Ouais. Les fonds sont là, mais c'est de comprendre tel fonds, ils vont peut-être mieux accompagner tel type de business. Tel fonds, ça peut être mieux en termes d'impact, ou bien aujourd'hui je veux faire grandir Harry Stark avec avec certains objectifs, parce que je suis une femme quand même, certains objectifs, par exemple genre ou bien environnement ou quoi que ce soit, je vais peut-être aller vers ce type de fonds au lieu de ce type de fonds. Donc c'est vraiment un choix, mais je trouve que c'est bien dans le sens où aujourd'hui au Sénégal, on a quand même plus de choix qu'il y a quelques années. Il y a plus de fonds disponibles que, je sais pas, il y a 5 ans ou 10 ans, en fait. Avant, c'était vraiment, tu as des problèmes de trésorerie, tu vas voir la banque. La banque, elle ne fait pas grand-chose pour toi. La banque, il faut vraiment leur prouver que tu as des sous, qu'il y ait un track record encore, avant qu'ils te disent, OK, je peux faire quelque chose pour toi, sachant que la banque ne perd jamais. Il y a toujours des garanties ou des choses qui font que, voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a de plus en plus de fonds. Tu peux aller lever à l'étranger, même si l'argent coûte plus cher. Après, c'est des choix. Donc, il faut peut-être bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire et y aller. Moi, je sais qu'à un moment, avant cette levée, j'étais tombée sur un livre par hasard. Et c'était un livre qui expliquait les levées de fonds. Mais c'était vraiment par hasard. Et j'avais pas de livre, j'avais rien. J'avais laissé mon Kindle, tout ça. Et je me disais, bon, il faut que je me tartine ce livre. Oui, voilà. Vu que j'ai pas grand-chose à faire et je veux pas forcément aller travailler. Donc, j'ai pris le livre. Donc, c'était un livre sur la levée de fonds. À l'époque, je pensais pas à faire de levée. Je me disais, bon, on peut gérer peut-être sans faire de levée. Et puis, c'était pas un truc répandu où les gens savaient exactement de quoi on parle. Et je me rappelle, j'ai commencé à lire et finalement, j'ai tout lu. La petite lecteur. Et c'est ça. Et finalement, j'ai tout lu et je me suis dit, mais c'est pas débile en fait. C'est pas... Et puis ça peut aider, ça peut permettre de créer de nouveaux trucs, surtout en termes d'innovation. Ou bien même sur la partie commerciale, donc aller chercher plus, etc., etc. Et je me rappelle, j'ai contacté l'écrivain du livre sur LinkedIn. Et je lui ai dit, j'aimerais avoir plus d'informations. En me disant, peut-être qu'il va répondre, peut-être qu'il ne va pas répondre, mais j'ai envie de le faire, je l'ai fait. Moi, je fais une petite parenthèse. LinkedIn, s'il vous plaît.
Ouais. Merci. Donc, je l'ai contacté et le monsieur m'a répondu. Mais oui. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai posé mes questions et il m'a répondu de bout en bout. Mais donc, oui. merci. Parce que ce réseau social, il est là pour ça. Exactement. Et je pense qu'il n'est pas assez, le potentiel de ce réseau social Il n'est pas assez encore bien exploité. au Sénégal. Et oser, parce qu'en fait, il y a plein de gens, ils vont voir un livre, ils vont penser que l'auteur est inaccessible. Ouais. Ah, pas du tout. Hein. Et c'est exemple, ça. Non, mais c'est ça. Et tout le monde est sur LinkedIn. Et en fait, le gars, il a dû être super content que tu le Ah, contactes. c'est clair. Là, j'ai toujours oui. son message et tout. Mais oui. Oui, je lui ai dit, j'ai tout lu, mais j'ai des questions sur ça. Et je me rappelle, il a fait une nouvelle édition, en fait. C'est ça, mais je trouve qu'on n'ose pas assez demander. Faut On est savoir gêné, demander. on a peur de déranger les gens, on dit qu'on va se débrouiller tout seul, alors que dans la plupart des cas, les gens sont contents d'aider. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En Donc- tout cas, dans tous les cas, pour moi, il faut tester. Il faut le essayer. faire. Essayer. Si on ne te répond pas, fine, tu auras essayé. Oui. Si on te répond, c'est du bonus. Tu n'as absolument rien à perdre. T'as rien à faire. Exactement. D'écrire un petit message, je dis oui, bonjour, j'ai lu votre livre, tatati, tatata, mais je pense que j'aurai des questions par rapport à ça, tatata. Et je lui ai envoyé tranquille. Ah. Et il m'a répondu et on a discuté, échangé et il a fait une nouvelle édition en prenant en compte les trucs que je lui avais dit, en fait, que je ne Très bien. retrouvais pas. Et Mais c'est parce que finalement, ça nourrit aussi lui, je pense, je sais pas qui c'est, mais finalement d'avoir un feedback en fait de l'utilisateur c'est ça, à qui ce livre est censé être destiné, c'est ça, bah, c'est priceless. c'est ça. Mais c'est ça, il a compris. Exactement. Très smart ce monsieur. Et donc voilà, donc on parle effectivement d'oser, ça fait partie aussi des soft skills que je pense que l'entrepreneuriat, c'est nécessaire quand on est entrepreneur. Et demander de l'aide. Demander quand vous de avez l'aide besoin. et apprendre, encore Et une apprendre. fois, hein, on revient sur ça, c'est-à-dire que, ok, je connais pas ce monde de l'investissement, je me cultive et puis voilà, et après tu te rends compte que peut-être c'est fait pour toi et aujourd'hui ça. tu lèves des fonds. C'est ça, c'est Donc, ça. très intéressant. Et j'aimerais aussi, du coup, savoir ton regard par rapport au secteur de la tech au Sénégal. C'est quoi aujourd'hui, toi, ton regard sur ce secteur de manière générale? Ah là là. Non, je pense que c'est un secteur en développement, mais Oui. c'est pas forcément propre qu'au Sénégal. C'est de manière, enfin, c'est Oui. le monde depuis Oui. le Covid là, Oui. le ou la Covid, le Covid. Tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Merci beaucoup. Le numérique a explosé d'une certaine manière parce que là, les gens comprennent l'utilité du numérique, etc. Et même dans les usages au niveau professionnel, les gens utilisent plus de vidéoconférence que de physique, etc. Donc, il y a eu des choses qui ont changé depuis 2020 et c'est tant mieux. Pour nous, en tout cas, c'est tant mieux. Après, je pense que le secteur au Sénégal, enfin, il y a encore des efforts en termes de maturité, il y a encore des efforts en termes aussi de... Parce que parfois, on fait beaucoup de pédagogie avec les clients. Aujourd'hui, mais c'est normal, hein, c'est parce que c'est un secteur qui n'est pas organisé. Aujourd'hui, tu vas avoir des étudiants qui vont sortir, qui vont faire du freelance et qui vont proposer quelque chose, tandis que, en fait, pour avoir cette chose-là comme il faut, robuste et tout, tu as peut-être besoin d'une équipe de 4-5 personnes qui puissent travailler dessus, en fait. Et ça, c'est un truc... Il y a toute l'équipe qui est là. Non, mais c'est ça, en fait. Et donc, du coup, il va livrer quelque chose au client. Le client, ah, mais ça ne marche pas. Ah, votre truc là, ta, ta, ta. Tandis que non, c'est parce que... Et ça avait, du coup, il n'y en a pas. Disparition. En fait, On revient un peu au côté patience, c'est que parfois ils veulent aller trop vite. il y a trop vite, il y a les problèmes de budget, il y a beaucoup de choses et il y a la méconnaissance du métier. Souvent, moi, j'entends les gens, c'est un informaticien. Ça veut rien dire ça. Oui. C'est comme si... Mon monde d'informaticien. Wow. Et en fait, tu vois, dans le métier, tu as des gens qui vont s'occuper de tout ce qui est développement pur et dur. Et ces gens, même, il y en a qui vont être spécialisés sur ce qu'on appelle le front, seulement le visuel. T'en as d'autres, ils vont travailler que sur ce qu'on appelle le back, ce que tu ne vois pas, mais qui te permet de faire fonctionner ta plateforme. Tu vas avoir des gens, tout ce qui est UX, UI designer, là, qui est assez nouveau. Avant, on parlait d'infographe. Ces gens vont travailler pour que ta plateforme soit ergonome, conviviale, les gens puissent utiliser, etc. Tu vois, les gens, ils vont travailler que sur les bases de données. Administration, bases de données. Tu vois, d'autres, ça sera administration système.
D'autres, la sécurité. D'autres, ça va être sécurité. D'autres, ça va être machine learning. Informatique, ça veut tout IA, dire, rien machin, dire. tout ça. Voilà, donc, et tu vas avoir des gens, réseaux, c'est machin, ça, ouais, et tu vas avoir des gens, ce qu'on appelle les technicaux, ou bien ils ont un background technique, mais c'est des commerciaux. C'est des commerciaux. Mais ils comprennent la technique, Mais oui. en fait. Parce que- Donc, tu as une rangée de métiers, et tu vas avoir un client qui va dire, j'ai besoin d'un informaticien qui va avoir une plateforme qui est faite par un ensemble de personnes. Ouais, Donc, en fait, c'est cette méconnaissance-là, où parfois on a besoin de faire de la pédagogie. Pour expliquer que, bon, tu m'as demandé une plateforme qui fait ceci, cela, cela. Ah, si je veux bien faire les choses, c'est-à-dire que tu sois satisfait. Parce que nous, aujourd'hui, un de nos mots qui revient dans notre vision, c'est vraiment la satisfaction client. Satisfaction client. Pour que tu sois satisfait, je dois te proposer ça, 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 pour que ça se fasse comme il faut. Après, si ta satisfaction m'importe peu et que demain je ferme, bon, je peux te faire un truc avec ton budget, hein, c'est pas un problème. Mais voilà, il y a ce travail-là qui fait que parfois ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Voilà. Mais on Mais essaye. un manque de régulation, en tout cas, Régulation, organisation du secteur. Voilà. On avait entendu ça, on avait fait une étude à laquelle tu avais participé, effectivement, où il y avait, c'était remonté beaucoup ce manque d'organisation du secteur. Exactement. Des acteurs du secteur, il n'y a pas de convention collective, des choses comme ça. Il y a pas mal de problématiques. C'est ça. Ouais, il y a pas mal de problématiques. Après, et puis même dans notre métier, par exemple, nous, ce qu'on vend, c'est du temps, ce qu'on appelle du jour homme. En gros, on met à disposition des développeurs à un certain moment pour ton projet. Et c'est ce temps-là qu'on vend parce que derrière, on paye des salaires, on paye un ensemble de charges, en fait. C'est vraiment ça. Donc tout ça, il faut qu'on l'explique aux clients. Et dans d'autres pays plus développés, parce qu'avant, le nom, c'était 2SI. SS2I plutôt. Oui. Société de services informatiques, etc. Maintenant, on appelle ESN, Entreprise de services numériques. Et donc, dans ces pays, ils comprennent que c'est des taux journaliers, comment ça marche. On a des idées du prix du marché, du prix de tout le monde. Il y a un prix. Donc, on sait que à peu près, c'est tant pour tel type d'ingénieur, senior, junior, etc. Et c'est régulé. C'est régulé. Ah, ici, enfin, c'est régulé. Comment on appelle? On a une idée de ce qui se passe. Et voilà, comme tu dis, Voilà, il y a des fourchettes. Voilà, il y a les fourchettes du marché. Exactement. Ah, ici, c'est un peu plus compliqué parce que, par exemple, notre consultant, il a travaillé sur ce qu'ils appellent un diagnostic externe pour comprendre un peu les fourchettes de prix des concurrents. Bon, je le dis devant la télé, c'est vrai. Pour comprendre est-ce que le positionnement il est bon ou pas, des trucs du genre. Mais il avait ce mal fou à trouver, en fait, les fourchettes. Ou bien il a ce mal fou par rapport à certaines entreprises, ou bien il va avoir les freelances qui vont te donner des fourchettes qui ne sont pas... Totalement. C'est ça, Voilà, on a vraiment toutes les extrêmes ici. C'est Alors ça. maintenant, si tu avais en face de toi une jeune fille comme toi il y a quelques années qui aimerait se lancer dans le secteur, qui aimerait un jour monter sa boîte d'informatique. Ça n'a pas d'informaticien. Service numérique. De service numérique. Voilà. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Résilience, hein. Résilience, mais avoir cette capacité à apprendre. Et avoir cette patience de se poser et d'apprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont plus de chance que nous. Parce qu'ils ont tout à disposition. Et il y a beaucoup à faire encore, il y a encore tout à faire. Déjà, il y a ça, mais je veux dire, avec Internet qui a explosé, mais vous avez toute l'information que vous voulez, en fait. Nous, avant, on devait aller à la bibliothèque, C'est ça, faire des c'était recherches. compliqué. Là, même sur ton téléphone, tu trouves toutes les infos. C'est ça. Donc, autant en profiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous voulez faire. Bah, allez sur Internet, regardez comment ça marche, en fait. Lisez énormément, essayez de comprendre. Et allez au fond du sujet, pas de manière superficielle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème des jeunes, c'est qu'ils ont perdu... Enfin, ils n'ont plus de patience. Donc, c'est beaucoup superficiel au lieu d'aller au fond des choses pour bien comprendre. Aujourd'hui, on veut monter une entreprise, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Dans une entreprise, quelle est l'architecture? On a besoin de quoi pour monter une entreprise? Comment ça marche? On a besoin de qui? Quels sont les métiers? Donc, aller vraiment dans le détail pour bien comprendre de quoi on parle. Et les réseaux, les différentes structures qui sont là pour l'accompagnement des entrepreneurs. Toi, c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Bah moi, nous, on a été accompagnés par la DPME Ok. depuis le début.
depuis le début. Et ça aussi, je pense que c'est important de le dire, en fait. C'est qu'aujourd'hui, il y a des structures. Encore une fois, il y a quelques années, ce n'était pas forcément le cas. Aujourd'hui, il y a des structures d'accompagnement qui existent. Qui peuvent vous aider sur pas mal de choses, sur la formalisation, mais sur pas mal d'autres choses. Maintenant, il faut pas être en mode course de structure, quoi. C'est-à-dire opportuniste, aller chercher. C'est pas ça l'idée. Oui, on a parfois ça, des entrepreneurs qui vont candidater à tous les concours. Non, c'est pas ça l'idée. En fait, encore une fois, moi, je pense que dans la vie, il faut dire, OK, moi, je veux faire ça. Et maintenant, c'est aller chercher qu'est-ce qui me permet de faire ça. Voilà, on a d'abord... notre ambition et après on regarde ce qui va venir servir. Exactement. Des enablers, des accélérateurs, mais ce ne sont pas des fins en soi. Exactement, c'est ça en fait. Donc vous avez eu la DPME, vous en avez eu d'autres? On a eu la DPME. À un moment, jusqu'à présent, on a le NTF 5 qui nous a accompagnés sur la partie export à l'international. Donc c'est vrai qu'on a une partie quand même qui vient de l'international. Et globalement, c'est les deux accompagnements qu'on a eus depuis le début. Et les réseaux d'entrepreneurs, les réseaux de femmes, qu'est-ce que c'est on est membre d'Optique, du réseau professionnel d'éthique. Là. Pour moi, les réseaux, c'est important, c'est toujours important. Plus l'entrepreneur a cette capacité à networker, à faire partie de réseaux, plus... c'est un moyen d'avoir des missions déjà, et c'est un moyen de savoir ce qui se passe dans le secteur aussi. Et s'il y a un problème aussi, c'est un moyen de demander de l'aide, en fait, parce que vous allez avoir des gens qui ont fait ça avant, qui sont là et qui peuvent vous dire, OK, ça se gère en 2 minutes. C'est ça. Au lieu de passer... c'est ça. Mais attends, appelle un tel. C'est ça, en fait. C'est ça. Parfois, vous avez des problèmes. Enfin, vous savez que, OK, je sais que tel est dans Optique, il connaît, je l'appelle, il me donne un numéro et je passe à autre chose, en fait. Ça, en fait, je pars du principe qu'il n'y a rien qu'un entrepreneur est en train de vivre qu'un autre entrepreneur n'a pas vécu. C'est ça. Moi, j'ai pris cette habitude maintenant, quand je suis devant un problème, c'est de me dire qui je peux appeler. C'est ça. Qui je peux appeler, soit qui l'a déjà vécu, soit qui peut me donner un conseil. Et même si cette personne ne l'a pas vécu, elle peut connaître une autre personne qui est passée par là. C'est ça, c'est l'importance du réseau. Totalement. Le réseau est vraiment important. Après, il faut le construire, il faut l'entretenir aussi, mais le réseau est important. Mais justement, comment tu l'entretiens dans ton agenda? Est-ce qu'il y a un créneau? Réseau. Il n'y a pas de créneau réseau. Là, pour le coup, c'est au mood, c'est voilà. Non, il n'y a pas de créneau réseau, mais c'est déjà, je pense que ça fait 2 ou 3 ans qu'on est chez Optique. Et avant ça, j'avais participé à un réseau de femmes qu'on appelle Senchix. Donc, pour aider les jeunes filles et tout, dans tout ce qui est numérique. Et après, c'est de garder les relations, en fait. Juste appeler, dire bonjour, envoyer un message, ça ne coûte pas grand-chose. Et ça maintient la relation. Et puis voilà, c'est pas... Et j'aimerais dire qu'un réseau, c'est pas forcément d'aller toujours vouloir prendre quelque chose. Quand on dit entretenir, c'est pas à chaque fois aller quand on a besoin de quelque chose. Il faut aussi partager, il faut aussi donner pour recevoir. C'est ça. Si on ne donne pas, au bout d'un moment, vous allez voir que les gens vont... non, les gens vont plus te répondre au bout d'un moment. Oui, bien sûr. Faut que ça aille dans les deux sens. C'est un partage. C'est un partage. Aujourd'hui, c'est peut-être toi qui as besoin de quelque chose. Demain, c'est quelqu'un d'autre. C'est juste être capable de trouver un équilibre entre ça, en fait. Par rapport à ton temps, ton calendrier, etc. Toujours. Donc la jeune Dia qui veut monter son entreprise, on lui dit d'être résiliente, de continuer à apprendre tout le temps, de poser des questions. De se faire accompagner par les structures qui existent, qui sont adaptées à sa vision, et d'avoir certains réseaux dans lesquels elle interagit aussi avec les autres. Dans lesquels elle apprend, elle interagit. Et après, en fait, demander de l'aide, parfois, c'est pas forcément aller voir Marina. C'est peut-être parfois juste de prendre un bouquin et de lire. Tout simplement. Et là, parfois, vous trouvez des solutions par rapport à votre problématique. En fait. Totalement. Moi, je dis ça tout le temps aussi dans les programmes. Souvent, je leur dis, mais en fait, est-ce que votre premier réflexe... Moi, mon premier réflexe, c'est d'aller taper sur Google. Je cherche à faire ça. Non, mais de manière totalement, tu vois... comme un enfant pourrait écrire. Et on trouve toujours, comme tu disais aujourd'hui, toute la connaissance est disponible aujourd'hui sur Internet. J'ai ma nièce, elle a 11 ans.
quand elle me pose une question, elle me dit non, attends. Elle va sur ChatGPT, elle pose sa question. Elle pose sa question, elle me dit c'est ça la réponse. Est-ce que c'est ça la réponse? Je dis réfléchis. Regarde d'autres. Parce qu'en fait, j'essaye de lui faire utiliser ChatGPT, mais intelligemment. Intelligemment. Donc, je lui fais, t'as regardé sur Google, t'as recollé les informations. T'as croisé les infos. Elle fait oui, là c'est bon, je suis sûre. Et donc elle l'a maintenant sur son téléphone en fait. Et du coup, à chaque fois qu'elle a une question ou quelque chose, attends, je vais voir. Et tu vois d'où on passe quand même. Hein. Mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que nous, avant, on ne parlait pas de ChatGPT ni de Google d'ailleurs, à notre époque. Dictionnaire, voilà, bibliothèque. Et tu avais ton sac qui était super lourd parce qu'il fallait ramener tous les livres au cas où. Et tu devais choisir ce que tu faisais comme photocopie pour économiser ta carte de photocopie. Exactement. Donc maintenant, ça a évolué. Donc il faut profiter de ça en fait. C'est ça. Ils ont une chance inouïe, les jeunes. C'est super. Je pense que là, on arrive à la fin de notre entretien. On a nos petites questions de la fin. Et on a des petits, comme la petite diée, on va finir aussi avec des questions rituelles. Alors, Marina, vas-y. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore osé faire? Oser. J'ai tout osé, moi. Oser faire un truc dont j'ai envie de le faire, mais j'ai pas osé. Arida, tu me connais pas. C'est bien. Alors là, elle ose. Il y a juste le pilote à terminer, mais qui est déjà engagé. Ouais. Et sinon, quand tu as envie, tu vas. Moi, en général, quand j'ai envie, j'essaye de mettre les moyens, ce qu'il faut pour le faire et essayer de le faire, en fait, dans la limite du possible. Trop bien. Trop bien. Maintenant, dans ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu dirais qu'est ta plus grande fierté? Mes collègues. Ton équipe. Ah oui, mon équipe. Une équipe de ouf. Une équipe de ouf. Wow. Ouais, parce que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas simple, globalement. Et parfois, ça peut être usant. Et donc, parfois, j'arrive le matin et j'ai une tête juste incroyable. Et en fait, c'est eux qui me redonnent cette motivation-là pour ma journée, pour continuer. Donc, c'est mon équipe. Ça, c'est top. Et d'ailleurs, les investisseurs, ils te disent tout le temps, ils investissent dans une équipe. Plus que dans un projet même. C'est ça. Sur l'entrepreneur et son équipe. Ouais. D'abord. Ouais. Et alors, écoute, est-ce que Seynabou, tu veux faire la dernière question? Ouais, écoute, si tu avais une baguette magique, je sais que l'ordinateur peut faire beaucoup de choses, et surtout avec ChatGPT, mais si toi, on retournait justement avant ChatGPT et qu'on te donnait juste, tu sais, la baguette de Harry Potter, là, mais qui peut tout faire, qu'est-ce que tu lui demanderais de faire? Changer le Sénégal. Ah, dans quel sens? Il y a pas mal de choses que je vois au Sénégal qui ne me plaisent pas, très honnêtement. Et j'aurais aimé que le Sénégal fasse partie des top pays dans le monde, en fait. Et ça, vraiment, si j'avais cette baguette magique-là, c'est pas que le Sénégal, même de manière globale, l'Afrique, en fait, ça serait vraiment de changer les choses, que ce soit pour les populations, d'avoir les infrastructures qu'il faut, la santé. Hier, on en parlait, en fait, des structures de santé. Il y a vraiment des choses qui me font mal au plus profond de moi-même que je vois et j'ai l'impression que j'ai aucune prise par rapport à ça. Donc la baguette magique, ça serait vraiment changer ça en fait en Afrique. Il y a quand même pas mal de choses qu'on voit qui sont juste au XXIe siècle, quoi, qui sont juste pas possibles. Qui sont pas possibles. Et je pense que c'est là en fait que aussi c'est important d'éveiller les consciences parce que ce sont aussi des opportunités, parce que ce sont des problèmes à régler. Et donc, c'est des opportunités pour apporter des solutions. Et ces solutions peuvent devenir aussi des entreprises, mais des entreprises qui ont du sens. Et ça, c'est vraiment très, très important parce qu'aujourd'hui, on a des secteurs quand même qui sont très prioritaires. Il y a beaucoup de priorités, mais il y a quand même, comme tu dis, la santé est en souffrance, l'éducation est de plus en plus en souffrance.
Et de se dire finalement, on a la chance d'être dans une génération, on a beaucoup plus en fait d'outils, de moyens. Voilà, comment je vais prendre ça, saisir cette opportunité et la mettre au service en fait de tous les problèmes que l'Afrique rencontre et le Sénégal. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une jeune génération là, d'entrepreneurs qui font des choses magnifiques. Ça, il faut le dire. Et qui, j'espère, vont changer les choses. Mais quand on regarde où on en est par rapport à la technologie ou bien par rapport aux infrastructures dans certains pays et qu'on regarde nos pays, le chemin est encore long. Le chemin est très long. Et ça, parfois, ça fait mal parce que, parfois, c'est des bêtises, en fait. c'est vraiment des petits trucs tout simples à mettre en place. Mais voilà, on ne met pas forcément ça en place. Mais j'espère, hein, franchement, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à cette jeunesse-là. Oui, et puis tu fais déjà ta part. J'essaye de faire ma part. Tu fais ta part, parce que ça qui est important, je pense que cette conscience-là, si chacun éveille sa conscience, fait sa part, à un moment donné, on va y arriver. C'est ça. Et puis surtout, changer la narrative de l'Afrique. Parce que aujourd'hui, quand on voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est vraiment la misère parfois. Et si on arrive à montrer aux jeunes, surtout, par exemple, moi, la question des trucs migratoires, là, je comprends pas. Oui. Mais si on arrive parfois à montrer aux jeunes que c'est possible quand même de rester parfois et de faire des choses et de se gérer. Et d'avoir la patience d'attendre les résultats. D'avoir la patience, mais de se... Comment dire ? En Wolof, c'est gis sa bop. Oui. Voilà. C'est-à-dire que je reste, je travaille, mais j'ai cette capacité de me gérer, de gérer ma famille, voilà, et de vivre une vie digne. Parce que aussi, il faut parler de ça. C'est-à-dire que parfois, les gens n'ont pas une vie digne, en fait. Et donc, ils n'ont rien à perdre, finalement. Donc, je me dis, si on arrive quand même à créer de l'emploi, à montrer que c'est possible, à changer la narrative, etc., peut-être qu'on pourra arriver à faire quelque chose. Je ne suis pas contre l'immigration. Ça a toujours existé dans le monde, en fait. Voilà, les gens, ils se déplacent, ça fait partie du monde. Mais dans quelles conditions ? C'est ça qui me pose problème. Totalement. Si tu veux partir, tu pars, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tu meurs pas en mer, par exemple. Voilà. Donc, voilà, c'est ça mes problématiques, entre guillemets. Si on arrive à les résoudre... la baguette magique. Exactement, la baguette magique, c'est vraiment ça. Super. Merci, c'est un beau coup de baguette magique. Je pense qu'on peut le valider. On valide la baguette magique. On valide la baguette magique de Dié. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour les 5-10 ans à venir? 5-10 ans à venir, beaucoup de santé. Oui. Ça, je pense que c'est important. C'est vraiment important. Parce que sans ça, c'est compliqué. On ne fait pas grand-chose. Donc, beaucoup de santé. Et il était au bout de ma langue, là. Il est parti. Il va revenir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je pense ce qu'on appelle la paix intérieure. C'est-à-dire que c'est plus que de la sérénité. C'est-à-dire que Aristarque puisse grandir comme il faut, bien sûr, en ayant un impact positif sur la société du Sénégal, mais aussi dans la sous-région, mais avec beaucoup de sérénité et de paix intérieure. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Que ça se fasse en fait dans la... Voilà. Dans l'harmonie. En harmonie, en harmonie pas avec dans la douleur. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. Ah ben, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Merci. Et c'est tout le succès, c'est toute la sérénité qu'on te souhaite. Et nous, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Plaisir partagé. Et merci de nous avoir accueillis, d'avoir accepté qu'on chamboule. Il n'y a pas de souci. Il faut juste ranger. On va ranger. Juste avant de ranger, ça fait quel effet pour toi de faire ce flashback, cette rétrospective de ta carrière? C'est une bonne question, hein, parce que, c'est vrai que j'y pense pas. Bon. Mais là, le fait d'avoir partagé avec nous tout ça depuis Richardson. Beaucoup d'émotions, parce que, ça fait partie de moi, mais c'est vrai que dans le day-to-day, on a tellement toujours de choses à faire, à penser à demain, aujourd'hui, les problèmes, etc., que moi, je pense pas forcément à la petite fille de 5 ans qui était à Richardson. Donc là, aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de souvenirs. Pas mal de souvenirs que je revois là d'ailleurs. Et je suis... j'ai beaucoup de gratitude, en fait, par rapport à cette vie-là, par rapport à mes parents, le Sénégal, l'univers, Dieu. Franchement, je suis contente, je suis épanouie.
Super. Merci beaucoup Alhamdoulilah. en Et tout cas j'espère que d'avoir ça bien sera voulu bien. partager tout ça avec nous. C'était passionnant. C'était passionnant. Merci à beaucoup. Merci beaucoup, Dieu. Et nous, on se retrouve très, très vite pour un nouveau parcours de femmes entrepreneurs inspirantes. Au revoir. Ouais. Mais ouais. Oh! Nos premiers mecs. Trop bien. c'est Trop bien. génial, j'adore. So yeah. Franchement. Donc, c'est la première à qui on dévoile le